Bonsoir et bienvenue au débat national des dirigeants agricoles de la Fédération canadienne de l'agriculture. Je suis Kelsey Johnston, journaliste chez Reuters, et j'animerai le débat de ce soir. Avant de passer aux présentations et au format du débat, je tiens à mentionner que la Fédération canadienne de l'agriculture est la voix nationale de plus de 200 000 agriculteurs canadiens et leurs familles. Je remercie aussi le commanditaire du débat de ce soir, Produits alimentaires et de consommation Canada. Le grand thème du débat de ce soir est Produire la prospérité. Les questions abordées toucheront trois piliers de la campagne de la FCA pour produire la prospérité au Canada, c'est-à-dire la croissance économique, l'éco-responsabilité et la sécurité alimentaire. Le secteur agricole du Canada est le deuxième plus grand employeur au pays. Il représente un emploi sur 8 et contribue plus de 140 milliards de dollars au PIB canadien. Les enjeux abordés ce soir revêtent la plus haute importance pour les communautés agricoles, mais aussi pour tous les Canadiens. Avant de débuter, voici les règles du jeu. Avant le débat de ce soir, les candidats ont tiré au sort l'ordre de leurs interventions. Chaque candidat aura 2 minutes pour une déclaration d'ouverture. Il y aura 4 questions de fond pour commencer, suivies d'une série de questions rapides. Nous ferons ensuite une courte pause, puis nous conclurons avec les 4 dernières questions et les déclarations de clôture. Chaque candidat aura jusqu'à 2 minutes pour répondre aux questions de fond, puis ce sera suivi d'une ronde de discussion. Pour les questions rapides, chaque candidat devra répondre par oui ou non, puis ils auront chacun 30 secondes, soit pour en dire plus ou pour réagir aux autres candidats. Les déclarations de clôture dureront jusqu'à 1 minute et l'ordre des interventions sera inversé. Je tiens à mentionner que le débat de ce soir sera interprété en simultané. Vous pouvez suivre le débat sur la page YouTube et Facebook de la FCA. Vous pouvez aussi participer à la conversation sur Twitter avec le mot-clic #debate. Je tiens maintenant à vous présenter nos candidats qui ont tous accepté l'invitation de ce soir. Pour le Parti néo-démocrate du Canada, nous avons M. Alistair McGregor. Pour le Parti vert, nous avons Mme Kate Story. Pour le Parti libéral du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Good evening. Et pour le Parti conservateur du Canada, M. Luc Berthold. Good evening. Puisque M. McGregor a gagné le tirage au sort, c'est lui qui commencera par les déclarations d'ouverture. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir. Je tiens à saluer tous les agriculteurs de ce grand pays d'un océan à l'autre qui nous suivent et aux partis qui ont préparé leur vision pour l'agriculture au Canada. J'ai moi-même la fierté d'avoir une petite propriété dans ma circonscription avec de nombreux producteurs qui travaillent tous ensemble pour l'agriculture. Si nous pensons à l'agriculture de l'avenir, nous voyons qu'il y a de nombreux défis à relever, mais aussi de grandes opportunités. Nous savons d'abord et avant tout que la question du changement climatique sera un enjeu majeur. Quand j'étais vice-présidente du comité permanent sur l'agriculture, les producteurs nous ont parlé de façon très claire du fait qu'ils affrontent le changement climatique sur les premières lignes, que ce soit les sécheresses ou les inondations. Nous savons aussi que la dynamique évolue sur le plan mondial. Nos marchés sont parfois moins sûrs qu'ils l'ont été. De nombreux pays ont recours à des barrières non tarifaires pour empêcher nos biens de circuler, alors que nous savons que ces biens sont de la plus grande qualité. Un gouvernement à venir devra prendre note de cela, être proactif à cet égard. Et en même temps, nous savons que nos agriculteurs sont à la fine pointe de la technologie et des meilleures méthodes pour leurs semences et pour prendre soin de leurs récoltes. Nous avons les normes de salubrité alimentaire les plus poussées au monde et nous sommes fiers du travail que fait l'agriculteur au jour le jour pour le bon nom de notre pays. J'ai très hâte à ce débat de ce soir avec mes collègues. Je pense que nous aurons de bonnes discussions et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que quel que soit le parti dont nous émanons, nous tenons tous à l'agriculture, nous tenons au travail que vous faites et nous sommes à l'écoute. Merci. Madame Story. Merci. Je représente le Parti vert ce soir. La semaine dernière, j'étais sur ma moissonneuse-batteuse. Et ce jour-là, mon mari
devait amener le camion de céréales pour pouvoir décharger la moissonneuse-batteuse au camion. Et tout d'un coup, il y a eu un incendie sous le camion. C'était une journée très chaude. Il y avait un petit peu de paille qui avait touché à l'échappement. Et ça y est, c'était l'incendie. Alors, il a mis le camion en action et puis il s'est éloigné. Et heureusement, j'ai pensé à éteindre l'alimenteur en grains. Puis il est allé chercher le cultivateur pour essayer de faire une garde contre les incendies. Moi, j'ai fait le 911 et j'ai eu les services d'incendie et eux, ils ont évité que l'incendie aille de l'autre côté du chemin, chez les voisins. Si je vous raconte cela, c'est parce que les familles agricoles ont besoin de toute leur communauté. Nous avons besoin de nos voisins, nous avons besoin de nos écoles, nous avons besoin des soins de santé, nous avons besoin de magasins, nous avons besoin aussi de ces pompiers bénévoles. La politique agricole doit s'assurer qu'il y ait suffisamment de monde dans le paysage rural pour que les familles agricoles fassent partie d'une communauté. Les Verts veulent élaborer des politiques agricoles qui fonctionnent pour les fermes familiales, pour les communautés rurales. Nous voulons une agriculture régénératrice. Nous voulons élargir le marché intérieur et nous voulons avoir plus de diversité des fermes avec plus de personnes qui participent à la production alimentaire. Notre plateforme verte est la seule à offrir un plan pour réduire les gaz à effet de serre de moitié en 10 ans, tout en créant des emplois et en aidant les fermes à être plus prospères. Merci. Merci, Mme Story. Mme Bibeau. Merci, Kelsey. Je remercie les représentants de l'industrie agricole et agroalimentaire du Canada pour avoir organisé ce débat qui est vraiment très important. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège d'approfondir les différents enjeux qui entourent le secteur et de prendre la mesure de la qualité de nos produits et de notre système alimentaire de classe mondiale. I'm so proud that our Liberal government Je suis très fière que le gouvernement libéral ait fait des investissements sûrs et durables dans ce domaine et a rehaussé le profil de l'agriculture et l'agroalimentaire comme un des grands secteurs pour la croissance économique. Et en amorçant de grandes recommandations qui sont énoncées dans le rapport Barton et la table stratégique sur l'agroalimentaire, nous avons établi des objectifs ambitieux pour le secteur. Nous avons commencé à passer à l'action. Je reconnais qu'il y a certains défis difficiles et c'est la raison pour laquelle nous travaillons pour nous assurer que les bons outils soient mis en place pour aider à gérer ces risques. Nous savons que la diversification des marchés est essentielle pour élargir nos opportunités. Nous avons mis en place des accords commerciaux qui ouvrent des marchés pour les 2/3 de l'économie mondiale et nous avons appuyé nos producteurs et nos transformateurs et investi dans la recherche, la science, l'innovation pour mieux positionner notre industrie dans le marché domestique et mondial. L'équipe libérale du Canada croit fermement à la valeur du système de la gestion de l'offre et nous allons continuer à travailler pour assurer son succès pour les générations à venir. Ayant été la première femme ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, j'ai particulièrement à cœur de veiller à ce que les femmes, les jeunes et les autres groupes sous-représentés trouvent dorénavant leur place à la table des décisions prises pour un avenir durable et prospère. Merci. Merci, Mme Bibeau. Monsieur Berthold, à vous. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être ici également ce soir pour ce débat de la Fédération canadienne de l'agriculture. Un premier débat qui se fait alors que les deux principales dirigeantes du secteur de l'agriculture au pays sont des femmes. Mary Robinson, la toute première femme présidente de la Fédération à l'Est du Québec, donc à l'Est du Québec puis à l'Est du Canada. Félicitations. Madame Bibeau également, première femme ministre. Félicitations, Madame Bibeau, d'avoir brisé cet autre plafond de verre. Je pense que c'est important. L'agriculture change, l'agriculture évolue et aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'affaire de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir pour parler d'un domaine qui me tient à cœur et dont je suis très, très fier. Je suis le porte-parole de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le Parti conservateur depuis 2 ans maintenant et je n'en finis pas d'apprendre. Personne au pays peut prétendre que l'agriculture ne change rien dans leur vie. Notre assiette est notre lien le plus direct avec les producteurs, avec les éleveurs d'ici et de partout dans le monde.
Sans les producteurs, bien, écoutez, imaginez un peu votre assiette, ce serait vide, il n'y aurait pas de légumes, il n'y aurait pas de viande, il n'y aurait pas de grains, il n'y aurait pas de substituts. Bref, à tous les jours, tous les Canadiens des grandes villes et de partout, on a un lien direct avec les producteurs. Malheureusement, ce lien-là, trop souvent est oublié, puis on oublie que ce qu'on mange, qu'on consomme à tous les jours vient de gens qui ont travaillé très, très fort, de gens de partout au pays pour faire en sorte que cela soit possible. Partout autour de nous, quand je suis venu ici, j'ai traversé beaucoup plus de zones rurales que de villes. Donc, le Canada est fait à partir de ses agriculteurs. Il a été bâti par ses agriculteurs, ses producteurs, et c'est l'avenir du Canada. Donc, l'agriculture doit prendre une place de plus en plus grande au sein de tous les différents gouvernements et particulièrement au sein du prochain gouvernement parce qu'actuellement, on est dans un défi majeur. Le monde change, le monde évolue. Les marchés sont de plus en plus difficiles. Les changements climatiques affectent de différentes façons tous les producteurs. Donc, c'est important pour produire la prospérité que l'agriculture soit mise au cœur du prochain gouvernement et c'est ce que le Parti conservateur propose de faire. Thank you, Mr. Berthold. Merci, M. Berthold. Merci à vous tous pour vos déclarations d'ouverture. Et maintenant, la partie de plaisir commence. Voici la première question. L'agriculture et la transformation alimentaire sont le plus gros secteur manufacturier au Canada et contribuent plus de 140 milliards de dollars au PIB de notre pays. Entre-temps, les prévisions de demande devraient doubler d'ici 2050. Si vous étiez élu pour former le prochain gouvernement, que ferait votre parti pour accorder la priorité à l'agriculture, à l'agroalimentaire et pour en faire la promotion et au pays et à l'étranger? Monsieur McGregor, nous commencerons par vous. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons de quoi être fiers au Canada et je crois que nos normes hors pair l'expliquent. J'ai beaucoup entendu les producteurs s'exprimer depuis 2 ans et ils parlent des difficultés qui émanent des inspections de la CIA, mais on reconnaît aussi que la CIA, c'est ce qui donne à notre marque internationale ce premier rang qui est si mérité. Nous savons que la demande devrait augmenter de beaucoup d'ici 2050 et étant donné les effets du changement climatique, beaucoup des grandes régions productrices au monde souffriront de cette situation, ce qui donne au Canada une opportunité très particulière. Chez nous, nous devons examiner la façon de rendre les collectivités beaucoup plus autonomes avec des noyaux locaux alimentaires. Nous devons nous assurer d'avoir une approche globale de la ferme à l'usine à la fourchette. Il nous faut rendre les économies plus résilientes et s'assurer que nous offrons des petits noyaux, des petits oasis partout au pays pour renforcer la connaissance des Canadiens en matière alimentaire et leur capacité à connaître leurs agriculteurs. Ce que nous voyons en ce moment, c'est des consommateurs qui imposent toutes sortes de demandes et de normes et cela serait bon qu'ils connaissent les agriculteurs et qu'ils sachent tout le dur travail qui est fait par nos agriculteurs. Il nous faut aussi examiner les technologies émergentes dans les sciences des récoltes. Si nous voulons produire des plantes plus résilientes au changement climatique, il nous faudra envisager de créer des souches qui pourront affronter des conditions avec moins de sol et moins d'eau. Avec l'exportation de cette technologie et de ce savoir canadien, ce sera essentiel pour aider d'autres régions du monde à être plus autonomes aussi. Mais nous avons un bel avenir devant nous étant donné tout le travail que font nos producteurs et je serai heureux d'appuyer cela, d'écouter les producteurs et d'être toujours à l'écoute de leurs idées d'avenir. Merci, Mme Story. Merci. Alors, il faut poser la question, quelle est votre priorité? L'Organisation mondiale de la santé nous dit que le changement climatique est le plus grand défi du 21e siècle, qui menace tous les aspects de la société dans laquelle nous vivons. Les attitudes mondiales changent, les étudiants font grève et la science nous montre que la civilisation mondiale s'effondrera de leur vivant à moins que nous repensions l'économie humaine. L'agriculture doit réduire nos émissions de moitié dans les 10 prochaines années. Nous sommes capables de le faire. L'agriculture peut reconnaître les priorités de l'avenir. Les producteurs peuvent le faire. Mais l'agroalimentaire et les politiciens continuent à adopter des politiques qui ne font que continuer comme d'habitude. Ils ratent l'opportunité de placer le Canada devant ce virage mondial
et protéger l'agriculture pour les Canadiens. Les émissions de l'agriculture viennent surtout des engrais et c'est à nous de faire le nécessaire pour réduire ces émissions. Nous pouvons exploiter la ferme de façon régénératrice. Nous pouvons aussi modifier notre politique agricole pour favoriser les technologies biologiques et régénératrices. Nous pouvons encourager la production propre sur la ferme. Nous pouvons rebâtir les usines qui ont été fermées par le libre-échange. Et nous allons mettre un terme à cette idée comme quoi nous devons produire sans cesse plus pour nourrir un monde qui n'existe pas encore. Nous produisons assez pour nourrir 10 milliards de personnes à l'heure actuelle et il y a 7 milliards sur le monde. 40% des aliments sont simplement gâchés. Et nous travaillons à produire des émissions pour nourrir une population qui n'existe pas encore. Nous pouvons produire une agriculture au Canada qui produise des aliments de grande qualité pour les Canadiens et qui fasse des échanges équitables avec le reste du monde et qui respecte les réalités du changement climatique. Merci, Mme Story. Mme Bibeau. Alors, nous avons déjà fait de l'agriculture, l'agroalimentaire une priorité. Nous l'avons fait en écoutant les personnes et en travaillant avec le secteur. Nous avons commencé par créer le Conseil économique et nous avons eu le rapport Barton. Nous continuons à travailler avec le secteur pour s'assurer que les décisions que nous prenons sont les meilleures. Le budget 2017 était un point tournant. Nous avons clairement identifié le secteur comme étant une des 6 priorités canadiennes. Notre objectif est d'augmenter nos exportations pour atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2025. Par exemple, nous avons écouté, nous avons commencé à livrer la marchandise et nous allons continuer à le faire. Nous avons investi dans des accords modernes et durables avec les provinces pour appuyer le secteur. Nous avons réinvesti de façon importante dans la recherche, la science, l'innovation, parce que nous savons que nos agriculteurs et nos transformateurs ont besoin d'être toujours à la fine pointe. Nous voulons être chefs de file dans ce secteur. Nous avons embauché 75 chercheurs scientifiques dans nos centres. Nous avons travaillé pour faciliter les couloirs commerciaux parce que nous savons à quel point c'est important pour nos producteurs, nos transformateurs, nos exportateurs d'amener leurs biens vers les marchés. Nous avons aussi investi, nous avons un plan pour établir des liens entre les régions rurales et offrir des réseaux à large bande. Nous avons aussi amorcé un examen de la réglementation et nous avons commencé à changer le système de fiscalité, y compris les incitatifs aux investissements pour encourager les producteurs. Nous avons déjà apporté de nombreux changements et nous avons déjà fait de l'agriculture notre priorité. Nous voulons continuer en ce sens. Merci. Monsieur Berthold. Comme je mentionnais dans mes remarques d'ouverture, le temps est venu pour un réel changement à la tête du gouvernement pour vraiment mettre l'agriculture au centre et au cœur des priorités du cabinet des ministres au sein du gouvernement fédéral. Vous savez, c'est beau de faire toutes sortes de mesures, mais après 4 ans, quand on se rend compte que tous les fermiers, partout où je vais, partout au Canada, partout au Québec, ne sont pas satisfaits, ils souffrent, ils sont à quelques centaines de dollars de ne pas être capables de boucler leur année, c'est qu'il y a un problème présentement dans l'agriculture. Et ce problème-là, il ne changera pas tant aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de dire au cabinet du premier ministre de faire en sorte que l'agriculture soit au cœur. Présentement, c'est clair qu'il y a 2 visions qui s'affrontent. Une vision libérale qui fait que l'agriculture n'est pas une priorité pour le premier ministre, une vision conservatrice où on va mettre l'agriculture au cœur de toutes les décisions du cabinet. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu, depuis 4 ans, aucune nouvelle pièce législative présentée par le gouvernement libéral pour améliorer le sort des fermiers et des producteurs partout au Canada. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu plusieurs changements. Oui, il y a eu plusieurs changements, mais tous ces changements-là ont créé des dommages inattendus. On parle de la réforme fiscale où on a traité les fermiers, les producteurs de fraudeurs fiscaux. On parle de changements au guide alimentaire où on a refusé d'entendre les producteurs. On parle de fiasco à l'international. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Italie, l'Inde, le bœuf et les fruits en Europe? Et je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de la Chine. China was a big and a huge problem in
unfortunately, the Liberals did nothing to try to... Les libéraux n'ont rien fait pour essayer de résoudre ces problèmes et nous avons maintenant affaire à cette situation où nous ne vendons plus de soja, de canola, de bœuf, de porc à la Chine. C'est un énorme problème. En plaçant l'agriculture au premier rang, en plaçant l'agriculture au cœur même de nos décisions au sein du cabinet, nous allons changer la donne et nous offrirons aux producteurs et à l'agriculture la promotion dont elle a besoin ici et à l'étranger. Merci, M. Berthold. Et maintenant, nous allons passer à 2 minutes de débat à la ronde. De quelle façon vous pensez que les producteurs vont vous croire quand vous dites que vous allez mettre l'agriculture au cœur de votre priorité, alors que la dernière fois que votre gouvernement, votre équipe a été au pouvoir, vous avez coupé 700 millions dans les services, les programmes aux producteurs agricoles? Moi, j'aimerais beaucoup, Mme Bibeau, que vous nous dites pourquoi est-ce que les libéraux n'ont rien fait. N'ont rien fait alors qu'on est fait face à la crise la plus importante, la plus grave de toute l'histoire de l'agriculture canadienne par rapport à la crise qu'on a face à la Chine. Pourquoi est-ce que les libéraux ont attendu? They waited for a delegation to be sent to China. They waited for someone to take On a a call. They attendu waited que for someone quelqu'un to prenne blame. They l'appel. On waited while attendait de producers pouvoir accuser quelqu'un. Ils attendaient pendant que les producteurs souffraient. Ils attendaient la déclaration des élections. Ça n'est pas placer la priorité chez les agriculteurs. C'est attendre que quelque chose d'autre se produise. Mais malheureusement, rien ne s'est produit. Et qui a souffert? Doug Miller. J'y étais. J'ai rencontré Doug Miller la semaine dernière en Alberta. Il changeait ses champs de canola. Il était 9h30 le soir. Il a dit, mais je n'ai pas d'acheteur pour ma récolte. C'est un problème inouï. C'est le problème que vous devez aborder, Madame la ministre. Mary-Claude, how can you increase Comment augmenter les exportations quand le monde ne veut pas acheter les produits canadiens qui sont très coûteux? À l'heure actuelle, on essaie de vendre du canola, on en a trop, on n'arrive pas à tout vendre. Comment pouvoir augmenter à 75 milliards alors que le monde ne prend pas ce qu'on a à l'heure actuelle? Le monde cherche les produits canadiens. Nous sommes reconnus pour la grande qualité de nos produits et pour la robustesse de notre système d'inspection. Le monde veut et a besoin de nos produits de grande qualité. Nous travaillons avec les agriculteurs, avec les transformateurs pour diversifier les exportations. Nous appuyons de différentes façons. Contrairement aux conservateurs qui ont coupé encore et encore dans nos programmes, comme AgriStabilité par exemple, ils ont coupé de façon significative. Notre gouvernement a décidé de former un nouveau membre du cabinet pour l'économie rurale. Merci, Mme Bibeau. Je pense que nous allons avoir un bon débat. Alors, nous passons maintenant à la deuxième question. Et c'est justement la gestion des risques. Les éclosions de maladies, les mesures commerciales, le changement climatique menacent constamment la croissance du secteur de l'agriculture au Canada. Les agriculteurs continuent d'affirmer que les programmes de gestion de risques ne permettent pas de bien répondre à ces défis. Que fera votre parti pour que les agriculteurs aient accès à des programmes de gestion de risques qui répondent aux préoccupations de ces producteurs? Nous allons commencer par vous, Mme Story, 2 minutes. Mon fils veut rentrer à la ferme, exploiter la ferme, mais il n'y a pas suffisamment de profitabilité. Les prix sont trop élevés, les prix des intrants et les rendements sont trop faibles. Et le programme de gestion des risques n'aide pas nécessairement. Ce sont des solutions coûteuses qui continuent à maintenir le problème d'aujourd'hui. Le gouvernement a encouragé les fermes à se spécialiser dans une seule denrée, mais quand on exploite une ferme, on sait bien que les prix des denrées peuvent avoir des hauts et des bas tous les 3 à 10 ans. Il y a des cycles très réguliers, ce qui signifie que ces grandes fermes très spécialisées sur lesquelles dépend l'agriculture risquent la faillite à chaque cycle. C'est la raison pour laquelle nous avons ces programmes de gestion des risques, parce qu'il faut appuyer les fermes. Et maintenant, ce sont les contribuables qui payent pour aider à des porcheries industrielles, alors que le contribuable n'en veut pas. Ça n'est pas une bonne idée. Entre-temps, les fermes mixtes et les plus petites fermes n'ont pas cette faiblesse structurelle et n'ont pas énormément de soutien. Les producteurs ont besoin de programmes en cas de situation de désastre, mais AgriStabilité est très coûteux et ne fait rien pour une ferme bien gérée. Le grand défi pour les agriculteurs
Ce sont nos propres gouvernements qui ont des politiques depuis des décennies où on essaie d'éloigner les personnes de la ferme et on encourage ces grands intrants, grande spécialisation de la production. Les Verts vont inverser cette situation. Nous allons nous concentrer sur le fait de relancer les agriculteurs dans les fermes plus diversifiées, avec de plus faibles prix des intrants, avec une production sans émissions et sans coûts aussi élevés. Et nous allons essayer d'obtenir ce soutien, ces systèmes de soutien pour les petites et moyennes fermes, afin que les personnes soient de nouveau dans le milieu rural. Merci. Merci, Mme Story. Mme Bibeau, 2 minutes. Nous comprenons que les producteurs passent par des temps difficiles, le climat change, les maladies des plantes et des animaux, l'accès au marché, les préférences des consommateurs. Les défis sont inouïs, mais nous y sommes pour travailler avec eux, pour les appuyer et pour les aider à avoir plus de résilience par rapport à ces défis et pour fournir la bonne trousse d'outils pour les programmes de gestion du risque. Quand les conservateurs ont décidé de réduire la couverture d'agristabilité de 85 à 70 nous avons permis aux provinces de déployer une participation tardive à agristabilité quand c'était nécessaire. Nous avons amélioré les programmes de paiement anticipé pour la crise du canola et nous avons aussi amélioré un taux de réponse rapide et sur le plan financier lors de différents enjeux comme par exemple la tuberculose bovine en Alberta. Nous vous entendons, nous savons que les outils de gestion du risque ne sont pas adéquats par rapport aux nouveaux défis. Voilà pourquoi en juillet dernier, quand j'étais avec les ministres provinciaux et territoriaux, nous avons décidé d'accélérer le rythme pour ces programmes pour s'assurer de les améliorer plus rapidement et pour pouvoir réexaminer agristabilité dès le départ pour avoir une meilleure formule pour la prochaine récolte. Merci, Mme Bibeau. Monsieur Berthold, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De plus en plus de joueurs sur la scène internationale présentement sont des menaces pour l'agriculture et pour les exportations canadiennes. De plus en plus de pays s'ingèrent dans la gestion quotidienne de leur agriculture. On a vu les Américains mettre des milliards de dollars en subventions pour aider leurs agriculteurs et leurs producteurs agricoles. Et c'est un des facteurs. On a les changements climatiques qui sont des facteurs qui sont très, très grands. On a de plus en plus de périodes de sécheresse. On a de plus en plus de périodes où c'est humide. Actuellement, les gens dans l'ouest du pays ont beaucoup de difficultés à sortir leur récolte des champs. Ils n'ont pas beaucoup de temps. On annonce même de la neige en fin de semaine en Alberta. Donc, c'est un vrai problème. Il y a des changements majeurs. Les risques ne sont pas les mêmes. On parle de plus en plus d'activistes également qui sont de plus en plus présents sur les fermes. On l'a vu, encore des activistes qui sont entrés dans une ferme, dans une colonie utérite du côté de l'Ouest. Et malheureusement, ce sont des réalités auxquelles font face les fermiers. Il s'ajoute à tout ça aux différentes menaces qui viennent du gouvernement libéral, entre autres, avec la taxe sur le carbone, qui change définitivement comment ils doivent gérer leur fin de mois. Donc, il y a de plus en plus de menaces et le prochain gouvernement conservateur le reconnaît. The Conservative Party is committed to convening the Le Parti conservateur va possible convoquer ses partenaires provinciaux et territoriaux le plus rapidement possible pour gérer le risque de cette nouvelle réalité. La gestion des risques d'entreprise, c'est un instrument. Vous faites partie de cet instrument. Vous devez faire partie de la solution et nous allons parler des solutions avec vous. Mais d'abord, le gouvernement doit s'assurer de ne pas se mettre dans le chemin. Voilà comment nous allons aborder cette situation. Nous le ferons avec vous. Merci, M. Berthold. M. McGregor, s'il vous plaît. Merci pour cette question. Si on examine les défis qu'affrontent les agriculteurs, il y en a presque trop pour les compter, que ce soit les problèmes des systèmes de transport, que ce soit les effets du changement climatique, sans savoir tout à fait à quel genre de temps il faut s'attendre. Ça peut être la sécheresse une année, des inondations l'autre, des orages qui peuvent aplatir votre récolte en quelques minutes à peine. Il y a aussi la fluctuation des prix des denrées, l'incidence du commerce international, parce qu'on ne peut pas vraiment se fier
basé sur un système fondé sur les règles quand, par exemple, la Chine décide de fermer 40% des débouchés pour le canola d'un seul coup de silo sans produire de données probantes qui démontreraient qu'il y avait de problèmes avec notre produit dès le départ. Quand on examine ces défis, il est essentiel d'avoir un ensemble de programmes de gestion des risques d'entreprise qui s'adaptent à l'évolution de la situation. J'appuierai absolument un réexamen de l'ensemble des programmes GRE afin de s'assurer qu'ils soient prêts pour le pire des cas dans chacun de ces défis que j'ai mentionnés plus tôt. Je pense qu'on ne peut pas avoir non plus de situation taille unique pour tous les différents producteurs. Un éleveur de porc va avoir des besoins différents d'un producteur de canola ou de blé. Les défis sont différents, les marchés sont différents. Il nous faut avoir un processus qui s'ajuste aux changements émergents du marché et aux réalités sur le terrain. Ce dialogue ouvert avec les producteurs est important. Les producteurs sont les experts. Ils vous diront exactement de quoi ils ont besoin, de quelle façon on peut modifier les programmes. Tout gouvernement à venir devrait être à l'écoute et s'assurer que cela soit respecté. La ministre Bibeau a mentionné que les programmes actuels sont inadéquats. Eh bien, nous avons eu 4 ans d'un gouvernement libéral majoritaire. On pourrait imaginer qu'ils auraient pu se préparer pour cette situation. 4 ans plus tard, je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer. C'est ce que disent les libéraux. Bien, concentrons-nous là-dessus. Merci, M. McGregor. Voilà qui débute la table débat à la ronde. Votre gouvernement a créé AgriStabilité dans cet ensemble de programmes. Vous avez éliminé ce que nous avions auparavant. Vous avez éliminé les programmes de désastre. L'AgriStabilité ne fonctionne pas. Il faut 18 mois pour obtenir un paiement quand vous avez une perte. Les producteurs ne peuvent pas se permettre de payer. Nous avons le prix des intrants, nous avons des factures à payer. Nous ne pouvons pas attendre 18 mois. Les libéraux n'ont rien fait non plus. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez eu des années pour régler le problème. Nous, les producteurs, nous vous le disons que vous devez régler ces problèmes et vous offrir l'aide quand elle est nécessaire. Alors, le partenariat pour l'agriculture du Canada a été renouvelé il y a 2 ans pour une nouvelle période. Les programmes ont été revus, améliorés dans une certaine mesure, mais effectivement, il y a toute une gamme de risques qui se présentent, toute une gamme d'enjeux, que ce soit commerciaux ou climatiques, auxquels doivent faire face nos producteurs. Et cette situation au niveau du commerce international, où les règles de commerce pas qu'elles changent parce qu'on tient énormément à ce que ces règles de commerce demeurent et c'est pour ça que le Canada a une voix forte pour la maintenir, pour que le commerce soit aussi basé sur la science. Et le Canada a certainement une voix très forte pour entretenir cette situation et c'est ce qui fait notre force et ce qui fait du Canada un partenaire fiable et envié. Alors, nous avons effectivement pris conscience que très récemment, cette nouvelle réalité frappe nos producteurs et c'est pour ça qu'on a apporté toute une série de modifications ponctuelles à nos programmes et aussi qu'on s'est engagé avec les ministres des provinces et des territoires à améliorer notre suite de programmes. 4 years. I think Mr. McGregor wants 4 to get in. years. It took 4 years. 4 ans. Je pense qu'un des autres défis aussi, c'est de passer au-delà des programmes de gestion de risque d'entreprise. Nous savons que l'âge moyen des agriculteurs augmente. Alors, quand on examine les jeunes agriculteurs, les nouveaux entrants, ils veulent s'assurer que la GRE soit là pour eux, mais on veut aussi que ce soit plus simple pour eux de se lancer dans une entreprise agricole, que ce soit une entreprise viable et que la ferme familiale... Pardon, Monsieur McGregor, votre temps est écoulé. La question suivante, nous allons commencer par Mme Bibeau. La question numéro 3. Selon le rapport de 2017 Barton, plusieurs secteurs, y compris ceux des légumineuses, des grains, des oléagineux, de l'aquaculture et des technologies agroalimentaires, présentent un énorme potentiel d'exportation. Que fera votre parti pour assurer que les secteurs émergents en croissance réalisent leur plein potentiel? Nous allons commencer par vous, Mme Bibeau. 2 minutes. Merci. Oui, absolument. C'est très important de diversifier nos marchés à l'échelle intérieure et internationale. La diversification, l'ouverture de nouveaux marchés pour les secteurs émergents, ça n'est pas limité aux exportations, mais ça doit être fait ici au pays aussi. Si je songe à la diversification de nos produits, la valeur ajoutée, l'adaptation aux nouvelles demandes des consommateurs. Et pour cela, nous avons lancé
la première politique alimentaire du Canada, la toute première, et il y a une composante qui est une campagne Acheter canadien parce que nous voulons encourager les Canadiens à en apprendre plus, à mieux comprendre l'agriculture canadienne et appuyer l'agriculture canadienne. Quand il s'agit de transformation à valeur ajoutée, nous songeons à l'importance de créer un écosystème pour appuyer l'industrie, pour renchérir sur la valeur de nos produits et non pas exporter seulement des matières brutes. Nous avons lancé un programme d'innovation stratégique avec 100 millions de dollars. Nous avons investi dans des super grappes de recherche. Et nous croyons que cela va aider à créer 4,5 milliards de dollars pour notre économie. Et les biocarburants, voilà un autre secteur qui est très prometteur. Et notre façon de voir les choses de façon holistique, nous avons une approche globale par rapport à la diminution de nos émissions et nous voulons travailler aux normes de carburant plus propres en travaillant avec l'industrie, en s'assurant que cela offre les meilleurs résultats pour le monde agricole. Le bio, c'est aussi intéressant comme marché émergent et nous voulons appuyer ce secteur aussi. Merci, Mme Bibeau. Monsieur Berthold, vous avez 2 minutes. Je pense que la clé pour assurer le succès des secteurs émergents, pour faire en sorte que nos produits soient en pleine croissance et qu'on puisse réaliser leur plein potentiel, c'est tout d'abord en supportant adéquatement les gens. Contrairement au gouvernement actuel qui a fermé les marchés à l'international, on doit travailler très, très fort et le ministre de l'Agriculture doit être une partie intégrante de l'ensemble des discussions, que ce soit au niveau du cabinet pour parler des finances, que ce soit au niveau du commerce international, que ce soit au niveau des affaires mondiales. Le ministre de l'Agriculture du Canada, un des pays reconnus mondialement pour la qualité de ses produits, un des pays reconnus mondialement pour avoir été toujours là quand c'était nécessaire, bien, malheureusement, on doit dire qu'au cours des dernières années, ce n'est plus le cas. Il s'est passé des choses en Inde. On vendait du blé dur en Inde pour faire des pâtes aux Italiens. Malheureusement, le marché est fermé. Qu'a fait le gouvernement? Absolument rien pour tenter de rouvrir ce marché-là. On vendait des légumineuses en Inde, beaucoup de légumineuses. Les producteurs d'ici étaient très, très fiers de ce marché-là. Malheureusement, il a fermé. On a envoyé notre premier ministre en Inde. Ça n'a rien réglé. Au contraire, je pense que ça a empiré la situation. On a eu la Chine, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, premièrement, si on veut que chacune de nos productions atteigne, si on veut atteindre les cibles du rapport Barton, bien, il faut effectivement que l'agriculture soit la première priorité. Donc, il faut supporter nos fermiers, d'abord et avant tout, mais ils ne peuvent pas vendre s'il n'y a pas de marché. Et si le gouvernement se met au travers du chemin pour empêcher les marchés de se développer, bien, on ne réussira jamais à faire en sorte d'atteindre le plein potentiel. Partout où il y a des clients, partout où il y a des consommateurs, que ce soit dans l'agriculture biologique, que ce soit pour les produits que l'on fait, le bœuf, le porc, il y a des clients. Le Canada doit être là pour fournir. On doit supporter nos travailleurs, nos producteurs, pas se mettre à travers de leur chemin. Thank you, Mr. Berthold. Mr. McGregor, you have Merci, minutes. M. Berton. M. McGregor, vous avez 2 minutes. Alors, l'an dernier, notre comité, le comité permanent sur l'agriculture et l'agroalimentaire, a fait un voyage de par le Canada. Cela faisait partie de notre étude sur la technologie et l'innovation. Nous avions 4 arrêts et nous nous penchions sur toute l'innovation et les grands bonds en avant technologiques dans différents centres dans ce pays. En agriculture, j'ai été frappée quand nous nous sommes arrêtés à Saskatoon. Il y a là un centre de développement alimentaire. Ils produisent des aliments à partir de pois et de lentilles, des barres de protéines. Et je pense que c'est toute une opportunité parce que vous prenez un groupe alimentaire très nutritif que beaucoup percevraient dans sa forme brute, qu'ils ne voudraient pas nécessairement consommer. Eh bien, maintenant, on fait une valeur ajoutée. On présente cela sous forme de barres de protéines, sous forme de yogourt. Je pense qu'on a là une innovation très enthousiasmante. Pour l'aquaculture, moi, je viens d'une circonscription sur la côte ouest et nos fermes de saumon, surtout celles à filet ouvert et les voies de migration, ont semé beaucoup de controverses. Mon parti a été celui qui a proposé un projet de loi privé qui aiderait l'industrie à faire la transition de ces filets ouverts à des systèmes clos
parce qu'il y a une demande de la part des consommateurs qui examinent la durabilité de la production de nos aliments. Et les gens veulent voir que nous respectons les plus hautes normes. Alors oui, il doit y avoir une aquaculture, mais il faut que ça se fasse de façon close, dans des contenants clos, et pour éviter d'entraver sur les voies migratoires des saumons. Mais les producteurs vont très loin, les universités, les chercheurs sont prêts à aller très loin aussi, mais il nous faut tendre la main au bon moment. Merci, Monsieur McGregor et Madame Story, 2 minutes. Alistair, je suis bien d'accord avec vous. Il faut que l'aquaculture soit en dehors des mers et dans des contenants fermés sur terre. Il faut faire cela. On ne peut pas continuer à infecter nos populations de saumons sauvages avec des maladies que l'on trouve dans ces filets ouverts. Le Parti vert s'intéresse particulièrement au marché émergent pour les aliments de grande qualité, la valeur ajoutée, le bio et les aliments faits au Canada et qui portent cette marque fièrement. Nous voulons remplacer un tiers des aliments que nous importons par des produits canadiens. Le Canada importe pour 45 milliards de dollars d'aliments. Si on remplaçait un tiers, ce serait 15 milliards de dollars par année pour l'agriculture. Les Verts vont participer à un programme Acheter canadien, améliorer l'étiquetage, améliorer aussi les tests pour que ceux qui choisissent des aliments canadiens sachent à quoi s'en tenir. Nous allons aussi examiner les limites maximum pour les résidus de pesticides et nous allons rehausser les normes canadiennes pour rejoindre les pays de l'OCDE. Je suis en désaccord avec ce qu'ont dit les autres qui disent que le Canada a les aliments de la plus grande qualité, en tout cas quand il s'agit de résidus de produits chimiques. Par exemple, la limite canadienne pour le permethrin qui est utilisé sur la laitue est 400 fois plus faible qu'en Europe. Les Verts augmenteraient les tests de dépistage, augmenteraient les limites pour atteindre les normes mondiales de nos partenaires commerciaux. Nos partenaires commerciaux qui font des échanges d'aliments de qualité, pas ceux qui, comme la Chine, veulent la plus piètre qualité. Le Canada peut être compétitif sur le plan de la qualité. Nous ne devrions pas jeter cette qualité par la fenêtre. Les produits biologiques représentent 5 milliards de dollars au Canada et ont un vaste potentiel de croissance. Merci. Merci, Madame Story. Nous allons passer maintenant au débat ouvert et vous pouvez tous intervenir. Allez-y. Oui, je voulais simplement ajouter au sujet du secteur bio. Nous avons vu les données statistiques, ça a été mentionné, ça représente beaucoup d'argent, mais il y a aussi une croissance potentielle pour une population qui se penche sur les intrants qui sont versés sur nos récoltes, les résidus de pesticides, la façon dont on exploite la ferme, les engrais utilisés. Si on examine des centres comme le Centre de recherche à l'Université de la Colombie-Britannique, ils font des recherches sur les espèces nuisibles et les techniques de croissance et ça mériterait beaucoup plus d'attention que ce qu'on a à l'heure actuelle, étant donné son importance dans l'économie actuelle et à venir. Pour la ministre, pour atteindre son plein potentiel, pour que les produits puissent se développer, pour qu'on puisse développer des nouveaux produits, on doit réussir à passer à travers l'ensemble du système d'approbation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On sait que présentement au Canada, il y a plusieurs différences. On peut être approuvé provincialement, on peut être approuvé fédéralement. Ça devient de plus en plus difficile pour les gens qui développent des nouvelles productions, des nouveaux produits. Même pour la certification biologique, on se serait attendu à ce que le gouvernement supporte entièrement la certification biologique. On apprend que c'est une partie du coût seulement qui a été supportée. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis 4 ans pour réduire la réglementation, pour faire en sorte de rendre plus facile l'acceptation et la production de nouveaux produits? Parce qu'on n'a pas rien vu présentement. On a réinvesti dans l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alors que le gouvernement conservateur avant nous avait coupé dans l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et ça démontre à quel point ils n'ont pas confiance en nos scientifiques. Vous avez eu 4 ans, Mme Ils ne savent pas. Nous l'avons fait. On parle de vous. Les conservateurs, on sait qu'ils n'ont pas confiance en la science, qu'ils n'ont pas confiance en l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ils ont coupé leur financement et ensuite, ils s'attendent à ce qu'on soit encore plus efficace. Nous l'avons été, nous avons réinvesti, nous avons entrepris toute une procédure pour pouvoir faciliter la réglementation et l'adapter mieux pour l'exportation et les nouveaux produits.
Rien And de fait encore. that's our time. Thank you very much. Le temps est écoulé. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question 4. Cette question sera posée en français. Alors, si vous avez besoin des écouteurs, mettez-les, s'il vous plaît. La gestion d'offres est un système qui a été créé par le gouvernement fédéral afin d'assurer la stabilité des marchés pour les producteurs laitiers, les producteurs d'œufs et les producteurs du poulet au Canada. Les agriculteurs affirment que ce système fonctionne très bien depuis des décennies. Ils ont toutefois le sentiment que des accords commerciaux successifs ont érodé le système en ouvrant le marché aux concurrents étrangers. Lors d'une annonce récente, le gouvernement a reconnu que l'accord commercial conclu avec l'Europe et le partenariat transpacifique a eu des impacts négatifs pour l'industrie laitière, sans mentionner toutefois les producteurs du poulet et les producteurs d'œufs qui sont également affectés. Qu'est-ce que votre parti a l'intention de faire pour réduire l'impact négatif pour les producteurs de ces accords et pour éviter que d'autres concessions soient faites au moment de la conclusion d'accords commerciaux futurs? And we will start, M. Berthaud, avec vous. Merci beaucoup. Bien, premièrement, notre parti s'est engagé, notre chef Andrew Scheer s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de concessions futures dans les nouveaux accords de libre-échange. Deuxièmement, on a été très heureux que le Parti libéral adopte finalement le plan de compensation qu'on avait présenté en 2015 pour les producteurs laitiers. Cependant, ils ont oublié effectivement deux secteurs très, très importants, la volaille, les œufs. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien annoncé? Les transformateurs laitiers ont été oubliés de ce plan de compensation-là, alors qu'eux aussi vont subir des dommages. D'ailleurs, sur le site Internet de la ministre, elle a dit une journée qu'elle allait compenser les transformateurs laitiers. Le lendemain, son tweet est effacé pour retirer les transformateurs laitiers. Donc, on ne comprend pas. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'improvisation. Juste avant les élections, on annonce qu'il y aura des sommes pour les producteurs de lait uniquement pour une année et on oublie les 7 autres années. Il n'y aura absolument rien parce qu'on n'a pas pu négocier les 7 autres années alors que tous s'attendent. Quand on est un producteur, ce qu'on veut faire, c'est de la prévisibilité. On veut être capable de savoir qu'est-ce qui nous attend, pas seulement l'année qui est là, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, pour être capable de faire des investissements. Est-ce qu'on va avoir de la relève? Bien oui ou non? Bien, si on n'est pas capable de faire de la prévisibilité, il n'y en aura pas de relève. Pourquoi est-ce que les libéraux n'ont pas pris cet engagement-là? Un gouvernement sous Andrew Scheer va respecter le plan de compensation que les conservateurs avaient présenté en 2015 et il y aura effectivement des compensations justes et équitables pour les producteurs de lait pour toute la durée, mais pas juste pour les producteurs de lait, pour les producteurs d'œufs, pour les producteurs de volailles. Et nous, quand on va négocier, on ne négociera pas à porte close sous des ententes de confidentialité qui fait en sorte qu'on ne peut pas discuter de ce qui se passe, puis on ne sait pas ce qui arrive en arrière des portes closes. On va discuter à livre ouvert parce que tous les producteurs et leurs associations méritent et ont le droit de savoir où on en est. Les producteurs de lait, la gestion de l'offre, c'est une priorité pour nous. Ce n'est pas une fausse promesse libérale. Il faut absolument réussir à faire en sorte que ce secteur soit rassuré pour les prochaines années. Merci beaucoup, M. Berthaud. M. McGregor, s'il vous plaît, 2 minutes. Le NPD est pleinement engagé à protéger la gestion de l'offre. Et avec tout le respect que je dois à mes collègues conservateurs et libéraux, il faut revenir un petit peu sur l'histoire. C'était le gouvernement conservateur antérieur qui a démarré les négociations pour la FCG, pour le PTP. Les libéraux les ont conclus et sont allés de l'avant avec l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Ces deux gouvernements ont fait des promesses à la gestion de l'offre comme quoi il n'y aura pas de concessions, nous serons toujours là pour vous protéger. Pourtant, encore et encore, on voit des pourcentages de notre marché qui peu à peu s'effritent et des promesses ensuite d'indemnisation. Est-ce qu'il devrait y avoir de l'indemnisation? Absolument, mais ce serait bien plus souhaitable de ne pas en arriver là dès le départ. La gestion de l'offre est une pierre angulaire pour de nombreuses collectivités dans ce grand pays, qu'il s'agisse du secteur de la volaille, des secteurs laitiers, des œufs. Ces fermes profitent d'un système qui leur accorde la stabilité pour savoir ce que leur réservera l'avenir avec le contrôle des importations, la réglementation de la production, et les producteurs peuvent apporter les ajustements, les améliorations à la ferme parce qu'ils savent ce que pourra être leur revenu. Ce qu'il leur faut, c'est un gouvernement fédéral qui soit prêt à respecter sa parole et à faire le suivi avec les interventions appropriées. Nous avons vu en un seul mandat libéral 8,4 % de la production laitière qui a été cédée. Et bien entendu, pour le secteur des œufs et de la volaille, il y a eu des
on a souffert aussi. Il est grand temps que les producteurs en gestion de l'offre cessent de payer le prix pour les problèmes de surproduction d'autres compétences. Il y a un État aux États-Unis qui produit plus de lait que l'ensemble du pays du Canada. Et ça n'est pas au gouvernement fédéral d'accorder des concessions pour ces compétences étrangères. C'est au gouvernement de défendre les producteurs ici et maintenant et de dire non, c'est non, pas d'autres concessions. Voilà tout et on agit en ce sens. Merci, M. McGregor. Madame Story, vous avez 2 minutes. Il n'y a pas de raison pour que du lait canadien rentre au Canada parce que le Canada a interdit l'hormone de croissance dont on se sert aux États-Unis pour créer le lait. C'est interdit au Canada. Pourquoi est-ce qu'on apporte du lait qui contient cette substance interdite? Le Parti vert va protéger la gestion de l'offre, mais nous sommes mécontents de la consolidation et de la mainmise des entreprises et du pouvoir de lobbying qu'ils ont. Par exemple, parlons de lait cru. Le lobby du secteur laitier qui protège ses producteurs a demandé de réduire les normes de propreté. Et on fait des tests de cellules somatiques. Et l'ancienne limite était de 100 000 et ils ont rehaussé ça à 400 000. Ça rend la tâche plus simple pour les producteurs. Cependant, le lait, aujourd'hui au Canada, ne peut pas être consommé si c'est du lait cru. Mais des gens cherchent du lait cru. Avec le Parti vert, quand il y a 2 points de vue opposés, les Verts continuent à parler aux 2 bords jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution. Le lait cru peut être vendu en toute sécurité en Angleterre. Ce serait chose simple que de reconnaître le lait cru et les volailles de grand air comme étant un produit spécialisé, les retirer de la gestion de l'offre, imposer des normes de propreté plus exigeantes pour que le lait cru puisse être vendu au Canada de façon hygiénique. Si la gestion de l'offre doit survivre, les groupes de lobbying doivent commencer à travailler avec les Canadiens pour que cela soit bon pour les Canadiens. Les Verts continueront à parler jusqu'à ce que nous trouvions des solutions qui conviennent à tous. Merci, Mme Story. Mme Bibeau. Merci. Les conservateurs ne sont absolument pas crédibles quand ils parlent de la gestion de l'offre. C'est un peu comme pour la défense des droits des femmes. Il faut voir qu'est-ce que l'ensemble des membres et l'ensemble des députés ou candidats en pensent et on voit à quel point c'est divisé. Il faut se rappeler que la moitié des membres conservateurs ont voté pour Maxime Bernier. Ça dit tout, le plus ardent défenseur du système du démantèlement du système de la gestion de l'offre. À leur dernier congrès, une résolution a été adoptée pour démanteler le système de la gestion de l'offre. Alors que nous étions engagés à maintenir le système, et c'est ce que nous avons fait devant les attaques féroces du gouvernement américain de le voir démanteler. Alors que c'était le démantèlement qui était sur la table de négociation, tous les jours à la Chambre des communes, les conservateurs nous disaient qu'il fallait absolument signer cette nouvelle entente, et nous ne l'avons pas fait. Nous sommes d'accord, on aurait tous préféré ne pas avoir à céder quelques pourcentages de parts de marché. C'est important pour les producteurs sous gestion de l'offre, on l'a reconnu. Et c'est pour ça que, contrairement aux conservateurs, on travaille avec les gens. On a formé les groupes de travail et on discute ensemble pour pouvoir vraiment bien évaluer quels vont être les impacts, pour s'assurer que nos compensations vont être en fonction des impacts que les différentes industries vont subir. Donc, on a pu annoncer à la mi-août que les producteurs de lait vont recevoir un total de 2 milliards de dollars sur 8 ans. 250 millions de dollars ont déjà été accordés sous forme de programmes d'investissement, 1,75 milliard de dollars au cours des 8 prochaines années, dont un premier versement, 345 millions de dollars, répartis au prorata des quotas au 31 août aux 11 000 producteurs canadiens. La Commission canadienne du lait a été mandatée entre ses mains le 345 millions de dollars à distribuer. Notre engagement pour les producteurs et les transformateurs de volailles, d'œufs et les transformateurs pour tous les secteurs est toujours aussi ferme. Nous avons manqué de temps, mais nous travaillons ensemble. Thank you very much, Mme Bibeau. Merci beaucoup. On Madame va la commencer ministre. notre 2 minutes de débat. Madame la ministre, est-ce que vous croyez que l'entente avec les États-Unis est une bonne entente pour les producteurs du Canada? C'est une bonne entente pour l'ensemble de l'agriculture canadienne. Est-ce que c'est une entente bonne qui est entente pour les producteurs difficile sous la pour les gestion de l'offre? producteurs. Absolument. On reconnaît que c'est une entente qui a été difficile et qui cause des impacts Pourquoi avez-vous aux permis aux producteurs de gestion. Américains de décider, de venir chez nous décider
notre classification de produits? Pourquoi avez-vous cédé aux Américains notre possibilité d'exporter du lait en poudre? Pourquoi est-ce que vous avez Monsieur donné Berthold, quelque chose sans rien en pas retour? crédible quand vous parlez de cette entente parce que vous vouliez qu'on la signe, C'est cette tout à fait entente faux, avec Madame. les États-Unis. Madame, alors on que avait le un beau système débat. de gestion de l'offre On avait un beau débat, mais était c'est mis à en train mentir. d'être Premièrement, on n'a jamais adopté Je lors de n'ai notre dernier jamais menti. congrès. On n'a jamais adopté lors de notre dernier congrès un Il y a démantèlement. une résolution qui a été déposée. Elle n'a jamais été adoptée, donc voilà, vous venez de reconnaître que vous n'avez pas dit la vérité. Monsieur Pierre Breton, candidat dans Shefford, estime que c'est une très bonne entente qu'on a signée avec les États-Unis alors qu'on a cédé notre souveraineté aux Américains sans C'est rien obtenir en complètement faux. retour. On a cédé aucune souveraineté aux Américains. On a Les accepté Américains d'avoir n'ont du lait aucun subventionné. droit de Mr. C'est Berthold, incroyable. Mr. Berthold, we'll let the minister Monsieur Berthold, on va respond laisser so we le can hear ministre her. répondre pour pouvoir Madame l'entendre. Bibeau. Madame Bibeau. Alors, encore une fois, Les cette Germans- entente est bonne pour l'ensemble de l'économie canadienne. Cette entente est bonne pour l'agriculture de façon générale aussi, mais c'est vrai que les industries, les secteurs sous gestion de l'offre vont subir des conséquences et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, pour évaluer ces impacts et pour mettre en place les meilleurs mécanismes de compensation. Pour le lait, pour la volaille, pour les œufs, On n'a les pas entendu les producteurs deux autres. et les transformateurs. Mr. McGregor. The supply management. Yeah. Supply management was La supposed gestion to de work l'offre était censée fonctionner pour la ferme familiale, était censée permettre que le secteur laitier, la volaille, reste entre les mains des fermes familiales. Ce n'est pas le cas. Ontario En Ontario, company. il y a une compagnie qui achète les fermes du Manitoba. Les fermes familiales ne peuvent pas compétitionner avec cela. Il faut réduire le prix du quota, l'éliminer carrément, ce serait mieux encore. Voilà le temps qui est écoulé, malheureusement. Thank you very much. Alors, nous avons terminé nos 4 premières questions, ce qui signifie maintenant que nous sommes aux questions à courte réponse. Avant de commencer, voici une récapitulation des règles. Les questions à courte réponse nécessitent une réponse de oui ou de non. Une fois que chacun aura répondu, vous aurez chacun 30 secondes, soit pour en dire plus long sur votre réponse ou bien pour réagir à un de vos collègues. Tout le monde comprend bien, c'est clair? Parfait. Alors, puisque personne n'a l'air complètement perdu, nous pouvons commencer. Et je vais commencer par M. McGregor et on va continuer dans l'ordre comme on l'a fait. Alors, première question. Appuyez-vous l'utilisation d'OGM? M. McGregor? Non. Madame Story? Non, pas du tout. Madame Bibeau? Vous savez bien qu'un politicien ne peut pas dire oui ou non. C'est une réponse oui ou non? Oui. Monsieur Berthold? Oui. Monsieur McGregor, vous avez 30 secondes. Alors, je n'appuie pas l'utilisation de matériel génétique étranger dans une récolte. Je pense que ce que nous devons faire, c'est plutôt mettre l'accent sur le fait de sélectionner des gènes plutôt que d'introduire des gènes étrangers. C'est une façon d'assurer la résilience de nos récoltes, étant donné le changement climatique, mais pas des OGM. Je pense que ça, c'est un argument qui est déjà classé. Madame Story, éditer ou adapter sélectionner les gènes, c'est pire encore. Le grand problème avec les OGM, c'est que pour les producteurs, ça permet de breveter cette semence ou cet animal. Cela signifie qu'une grande entreprise transnationale est propriétaire de cela et peut vous faire payer le gros prix. Les semences de canola, ça coûtait 100 $ le sac. Maintenant, c'est 800 $ le sac pour les semences. Ça ne coûte pas tant que ça à produire. Ils sont en train de nous exploiter. Les OGM permettent que nous soyons exploités. Merci, Mme Story. Mme Bibeau. Je ne vais pas faire semblant d'être chercheur scientifique. Je ne le suis pas. Je pense qu'on a là un bon exemple d'une décision qui doit être prise en écoutant les chercheurs scientifiques, en suivant les scientifiques et en investissant dans la science. Je pense que les OGM, il y a toute une multiplicité. Déclinaison des organismes génétiquement modifiés. Et c'est pour ça qu'il faut laisser ce sujet aux scientifiques et prendre des décisions qui sont basées sur des données probantes. Thank you, Mme Bibeau. Monsieur Berthold, 30 seconds. Est-ce que les organismes génétiquement modifiés peuvent effectivement contribuer à nourrir la population mondiale? Oui. Est-ce qu'on le fait de la bonne façon actuellement? Je ne le sais pas. Est-ce que les gens qui ont travaillé dans cette industrie-là au cours des dernières années ont fait leur travail de présenter à la population les études, les recherches, la science qui appuient leur transformation? Pas assez. Donc, effectivement, c'est une question qui n'est pas facile à répondre par oui ou non, mais je crois sincèrement que la science peut faire en sorte de nous aider à nourrir la population mondiale qui va être de plus en plus grande au cours des prochaines années, tout en protégeant notre environnement. Thank you, Mr. Berthold. Our second rapid-fire question.
Deuxième question. Pensez-vous que les militants ont le droit d'entrer dans les fermes canadiennes sans la permission de l'agriculteur? Nous allons commencer par vous, Mme Story. Non, absolument pas. Personne n'a le droit de rentrer. C'est oui ou non? Madame Bibeau? Mme Bibeau? Non. Mr. Berthold? Monsieur Berthold? Absolutely not. Absolument Mr. pas. McGregor? Monsieur McGregor? Okay, now, Non. Ms. Story, you have Maintenant, Mme Story, vous avez 30 secondes. D'accord. Personne n'a le droit d'empiéter sur votre terrain. Je ne sais pas pourquoi les militants ont pointé du doigt comme étant pire que les autres. Oui, manifester, c'est tout à fait légal au Canada. Les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue, mais personne, absolument personne n'a le droit d'endommager la propriété ou d'entraver sur la propriété privée. C'est tout à fait inacceptable que des activistes arrivent sur des propriétés privées. Et d'une part, c'est illégal. D'autre part, il faut respecter le travail de nos producteurs qui travaillent extrêmement fort. Il faut respecter aussi toutes les normes de biosécurité. Il faut être invité quand on entre chez quelqu'un. Mr. Berthold, 30 seconds. Moi, j'ai un message à faire aux gens qui veulent qu'on mange différemment. Faites-le d'une manière convenable, convainquez par des mots, pas par des actions illégales. C'est absolument pas nécessaire de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec la manière dont vous voulez faire la promotion de votre style de vie, mais ce n'est pas en entrant illégalement chez les gens puis en créant du stress chez les producteurs. Il y en a même qui sont sortis de la production à cause de ce genre de situation-là. C'est totalement inacceptable. And Mr. McGregor, 30 seconds. Je comprends que certains pourraient avoir certaines intentions, mais ils ne comprennent pas tout le dommage qu'ils causent quand ils vont sur une ferme sans s'être annoncés d'avance. Il y a des exigences en matière de biosécurité. Il faut bien comprendre que les producteurs vivent là où ils travaillent. Alors, c'est une invasion de leur espace personnel. Ça cause énormément de stress et sans doute bien plus de tort aux animaux que ces gens prétendent protéger. Troisième question. À courte réponse, appuyez-vous le plan réglementaire du gouvernement proposé de mettre des avertissements sur le devant des emballages? Mme Bibeau, commençons par vous. Oui. Monsieur Berthold? Non. Monsieur McGregor? Oui. Madame Story? Oui. Madame Bibeau, 30 secondes. Alors, l'étiquetage sur le devant des aliments est important. C'est une question de santé. C'est une question de santé pour les Canadiens, d'identifier clairement les produits qui sont plus forts en sucre, en gras, en sel. Les Canadiens, les consommateurs nous demandent, souhaitent prendre des décisions éclairées, avoir la bonne information. Et c'est ce qui a été fait après une longue consultation. Mr. Berthold, 30 seconds. C'est exactement ce que je dis quand je parle que la ministre de l'Agriculture doit être au service des producteurs agricoles et pas uniquement au service de ses collègues du cabinet. Elle vient de nous démontrer exactement comment on va défendre une situation inacceptable en acceptant une proposition qui est inacceptable. On va mettre des grands signes d'avertissement sur des produits qui sont bons et sains pour la santé parce qu'on veut plaire à une tendance. C'est inacceptable et c'est pour ça qu'il faut mettre l'agriculture au cœur de notre priorité au sein du cabinet. Mr. McGregor, 30 seconds. Monsieur McGregor, voici le problème avec tout ce processus des libéraux. Moi, je serais toujours favorable à l'idée de fournir plus d'informations aux consommateurs quant à ce qu'ils mangent et ce qu'ils utilisent à tous les jours. Mais si le gouvernement veut faire cela, il faut qu'il y ait des consultations avec les agriculteurs qui produisent ces aliments. Et ça manquait. Et c'est ce que j'ai entendu de la part des groupes agricoles encore. Ils n'étaient pas nécessairement contre, ils étaient mécontents du processus et de la façon dont ça a été fait. Merci, Mme Story. De quoi s'inquiètent les agriculteurs? Vous mettez une étiquette OGM sur l'aliment et si vous pensez que c'est correct, pourquoi est-ce que vous avez peur d'étiqueter vos aliments comme il se faut de façon honnête et transparente? Les consommateurs devraient avoir le droit de savoir exactement ce qu'ils mangent et ils vont ingérer ces choses-là. Si quelqu'un ne veut pas d'OGM, ne veut pas de quoi que ce soit, ça devrait être leur choix. Et l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire ne devrait pas poser ces choix pour les Canadiens. Merci. Pour que ce soit clair, on parlait d'étiquetage sur le devant de l'emballage, pas les OGM. Dernière question à courte réponse, Monsieur Berthold. La question est la suivante. Appuyez-vous le contenu du guide alimentaire canadien tel que formaté actuellement? Non. Monsieur McGregor? Oui. Madame Story? Oui. Madame Bibeau? Oui. Monsieur Berthold, vous avez 30 secondes. C'est un bon guide alimentaire, un guide qui est bon pour la santé de la population.
On a demandé à plusieurs reprises d'étudier le nouveau guide alimentaire au Comité permanent de l'agriculture pour permettre à tous les groupes de s'exprimer, à tous les groupes de venir donner leur opinion. Malheureusement, le gouvernement libéral a refusé d'entendre tout le monde. Pourquoi je suis contre? C'est parce que je pense qu'il y a un manque de consultation. Quand on aura toute la science, peut-être que ce guide-là va être très, très bon, mais je dois permettre à tout le monde de s'exprimer sur le guide alimentaire. Thank you, Mr. Berthold. Mr. McGregor, 30 seconds. So I think what I really like Moi, about je pense the que j'aime visual vraiment presentation dans la présentation visuelle du nouveau guide alimentaire, c'est que dans chaque catégorie d'aliments, on a pour les consommateurs toutes sortes de choix différents. On n'exclut pas les sources de protéines traditionnelles, la viande et les œufs, c'est inclus, oui, mais on élargit les possibilités. Et je pense que le guide alimentaire doit être équitable envers tous les producteurs, quel que soit le type d'aliment qu'ils produisent. Je pense que c'est bon d'avoir cette image visuelle. Alors oui, je l'appuie pour cette raison. Madame Story, 30 Yes, secondes. I like that plate. Oui, j'aime cette assiette avec les différentes sections. C'est beaucoup plus facile à utiliser. J'aime la diversité des aliments. Mais la nouvelle politique au Canada ne dit rien sur le fait d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, les pesticides, les problèmes d'algues bleues. Et la politique alimentaire, ça a l'air bien beau, mais il n'y a rien de concret. Ce sont de belles paroles, mais pas de résultats. Madame Bibeau, 30 secondes. Nous avons lancé le guide alimentaire et la politique alimentaire. Le guide alimentaire vise vraiment à encourager les Canadiens à avoir de meilleures habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires. Et de l'autre côté, la politique alimentaire vise à donner un plus grand accès à tous les Canadiens, à avoir de la nourriture qui est saine et qui est nutritive. Donc, cette politique inclut plusieurs éléments, dont appuyer les infrastructures alimentaires locales, réduire le gaspillage alimentaire, par exemple, et bien plus encore. Thank you, Madame Bibeau. All right, we've made it. Merci, Madame Bibeau. Nous avons terminé la première partie du débat. Nous allons faire une courte pause et nous allons reprendre avec plus de questions. Merci. Hello, my name is Michael Graydon, and I'm the CEO of Food and Consumer Products of Canada. We are honored to be the exclusive sponsor of tonight's Canadian Federation of Agriculture's Leaders Debate. And I want to take this opportunity to thank all of the candidates and their respective parties for participating in this debate on the critical issues and opportunities facing Canadian agriculture, agri-food, and manufacturing. With the federal election coming very soon, it is more important than ever that our political officials represent our sectors in a true and meaningful way. For those that are not aware of FCPC, we are the voice of Canada's food and consumer products industry on a variety of issues impacting Canadians. These include food and product safety, helping to bring innovative products to market, including healthier for you options, promoting environmental stewardship, product labeling, and working to ensure the competitiveness of our industry so that Canadians have choice and access to world-leading safe and innovative products. With that said, we hope all of our industry stakeholders, political officials, and members of the public find value from this evening's debate. I'm sure it will illustrate the positive impact of our sector to Canadians and to our economy as a whole. From everyone at Food and Consumer Products of Canada, I thank the CFA for the opportunity to sponsor this debate, and I thank all the candidates for their participation. I hope everyone enjoys the second half of this exciting debate.
Welcome back, everyone. Bon retour à tous, si vous vous joignez à nous, bonjour. Et nous allons maintenant commencer la deuxième ronde de questions. Et candidat, la première question porte sur la Chine. La Chine, comme vous le savez tous, représente un marché important pour les agriculteurs canadiens, mais est au cœur d'un débat entre le Canada et la Chine. Quelles mesures prendrait votre parti dans l'immédiat pour répondre à la décision de la Chine de bloquer les exportations de produits agricoles canadiens? Monsieur Berthold, nous allons commencer par vous. Vous avez 2 minutes. Plusieurs actions auraient pu être prises depuis longtemps dans le dossier de la Chine présentement. On sait que c'est un dossier qui est éminemment politique. Malheureusement, le Canada, depuis le mois de janvier, ne fait absolument rien. On ne fait qu'attendre. Dans le fond, au début, on refusait de reconnaître que c'était une crise politique. Donc, on a décidé d'essayer de négocier avec la Chine l'envoi d'une délégation pour essayer de voir si effectivement leurs affirmations étaient vraies. Par la suite, on a fait face à un problème d'identification de certificat d'expédition sur un produit, un problème qui émanait d'ici. Et la Chine s'est sautée sur l'occasion pour arrêter nos exportations de porc et de viande de ce côté-là. Malheureusement, c'est arrivé au mois de juin-juillet et encore aujourd'hui, il n'y a aucune solution, absolument rien. On ne fait qu'attendre. À la toute dernière minute, on a décidé de procéder à la nomination d'un ambassadeur. Depuis le mois d'avril, M. Andrew Scheer proposait au gouvernement 3 options. Premièrement, nommer rapidement un ambassadeur en Chine. Comment peut-on régler un problème si on n'a pas d'ambassadeur en Chine? Deuxièmement, faire une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. En avril, on demandait ça. Malheureusement, ça n'est que quelques jours avant le déclenchement des élections que le gouvernement a finalement décidé d'agir. Posez-vous pas la question pourquoi il y avait des élections qui s'en venaient. Parce que sinon, il serait encore là à attendre. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retiré les billes du Canada dans la Banque d'infrastructure asiatique, dans la Banque d'infrastructure chinoise? C'est des centaines de millions qu'on envoie pour aider la Chine à faire des infrastructures dans d'autres pays, alors qu'eux refusent de prendre nos expéditions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui auraient pu être faites pour faire en sorte qu'on travaille pour trouver une solution. La seule chose que je peux dire, c'est que un précédent gouvernement conservateur, le ministre de l'Agriculture, lui, aurait pris l'avion puis serait allé en Chine pour tenter de régler la situation. Malheureusement, notre ministre est resté ici. Elle a attendu, elle attend encore, puis elle va encore attendre. Et pendant ce temps-là, des producteurs comme Doug Miller vont faire en sorte que lui, sa production de canola, qui est en train de récolter en ce moment et qui doit être terminée présentement, il n'y a pas d'acheteurs. Pourquoi? Parce que le Canada reste assis sur ses lauriers en attendant que quelque chose arrive, mais ça n'arrivera pas comme ça. Des crises internationales, ça ne se règle pas en attendant par joindre. Thank you, Monsieur Berthold. Madame Bibeau, you have to... Merci, M. Berthold. Mme Bibeau, vous avez 2 minutes. Cette situation en Chine était effectivement très complexe et on voit que M. Berthold n'apprécie pas la complexité de l'enjeu. Alors, depuis le tout début, on a été avec nos producteurs. We were, from the very beginning, shoulder to shoulder. Nous étions dès le début aux côtés de nos producteurs et des exportateurs. Voilà pourquoi nous travaillons. Nous avons créé un groupe de travail. Vous allez dire encore une fois, mais c'est extrêmement important de prendre les bonnes décisions. Nous avons amélioré le programme de paiement anticipé, comme ils l'ont demandé. Nous avons accru la capacité de nos producteurs à obtenir des prêts jusqu'à $1 million et aussi pour les producteurs de canola, ils peuvent avoir des prêts sans intérêt de jusqu'à $500 000. Nous avons prolongé le programme d'agri-stabilité et nous avons mis en place certaines mesures pour les appuyer. Nous avons aussi augmenté nos efforts pour diversifier nos débouchés. Ça, c'est extrêmement important. Nous travaillons avec la ministre de diversification internationale. C'est extrêmement important. Nous avons envoyé une demande à l'OMC pour consultation avec la Chine. Nous avons nommé un très, très bon ambassadeur en Chine. Ce n'est pas quelqu'un qui se choisit du jour au lendemain. Il faut choisir la bonne personne, quelqu'un qui connaît le pays, qui sera très respecté et une personne qui est vraiment un grand défenseur pour le secteur agricole. Nous allons continuer à épauler nos producteurs. De porc et de bœuf, l'enjeu est différent. Il ne s'agit pas ce n'est pas la situation où la Chine nous a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose dans notre produit et qu'ils n'ont jamais démontré dans le cas du canola. Pour la viande, il y a eu un enjeu au niveau de certificat d'exportation. Alors là, les discussions sont constantes avec les autorités chinoises et j'ai espoir que le marché puisse réouvrir dans un délai plus que raisonnable. Et je peux vous assurer que c'est une priorité de réouvrir le marché chinois. Thank you, Madame Bibeau. Ms. Story, you have 2 minutes. Madame Story, vous avez 2 minutes. Greens will be
Les Verts seront sensibles à la question chinoise. Le Canada a eu une récolte record de canola l'an dernier, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de produits, ce qui fait toujours baisser le produit. Le Canada a vendu à peu près le même montant de canola sur le marché mondial que normalement. Il y en a eu moins en Chine, mais plus vers d'autres marchés. Et les ventes de blé vers la Chine ont augmenté. La Chine fait simplement de la politique. Ils essaient de faire du tape à l'œil. On ne peut pas se laisser intimider. Si nous allons faire des échanges commerciaux avec un géant, il faut être prêt. La véritable préoccupation pour les producteurs de canola devrait être les programmes de GRE et la surproduction. Parlons du véritable avantage commercial du Canada. Notre avantage, c'est notre réputation de grande qualité et notre hiver qui nous protège des maladies. Dans le temps, nous avions des primes pour cette qualité-là sur le marché mondial jusqu'à ce que les conservateurs se débarrassent de la Commission canadienne du blé. Le Canada ne peut pas être compétitif au bas prix. Nous n'avons jamais pu être compétitifs pour le plus bas prix. Nous ne pouvons pas essayer cela et protéger les travailleurs et l'environnement en même temps. Les Verts vont réorienter l'agriculture pour mettre l'accent sur la grande qualité. Nous allons améliorer les normes de bien-être animal. Nous allons exclure les hormones du bœuf pour pouvoir vendre notre bœuf en Europe. Nous allons éliminer les antibiotiques du porc et les pesticides de nos grains pour pouvoir répondre à la demande intérieure. Et nous allons appuyer l'agriculture bio qui met déjà l'accent sur la qualité et l'équité envers les agriculteurs. Nous allons examiner la tarification pour les intrants, particulièrement pour ceux qui ont une forte empreinte en carbone. Pourquoi est-ce qu'on importe des pommes d'Afrique du Sud alors qu'on peut produire de bonnes pommes ici au Canada? Il faut que le commerce fonctionne pour les Canadiens, pour les agriculteurs et pas seulement mettre l'accent sur les céréales et les exportations de viande et négliger tout le reste. Merci. Mme Story. Monsieur McGregor, vous avez 2 minutes. Je ne veux pas donner à qui que ce soit de faux espoirs. Si on examine les tactiques chinoises à cet égard, ça s'est fait dans d'autres pays. Quand la Chine perçoit quelque chose, une action dans notre pays comme faisant du tort à sa fierté nationale, ils ont réagi avec des mesures de rétorsion. Ça s'est produit en Corée du Sud, ça s'est produit au Japon et maintenant la Chine s'en prend à nous parce que ce qui nous hante, c'est cette question avec Huawei. Et bien entendu, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a 2 Canadiens qui, en ce moment, sont dans une prison en Chine et il nous faut leur envoyer nos pensées, nos prières parce qu'il y a des vies humaines qui font partie de cet enjeu. La Chine, jusqu'à maintenant, n'a pas encore produit de preuves satisfaisantes comme quoi il y aurait des préoccupations phytosanitaires pour les semences de canola. Je me rappelle avoir fait pression auprès du ministre Carr, du ministre Bibeau par rapport à cet enjeu au printemps quand ils ont comparu devant notre comité. Ce qu'il nous faut examiner, ce sont les autres mesures que nous pourrions mettre en œuvre pour essayer de résoudre ce problème, pour démontrer à la Chine que nous n'allons pas tout simplement nous laisser malmener. Et une des choses à examiner, c'est le fait qu'en ce moment, nous avons un déficit commercial avec la Chine. Nous achetons plus d'importations chinoises que nous en envoyons vers là et cela représente plus de 40 milliards de dollars. Jusqu'à maintenant, aucune tactique n'a fonctionné. Il nous faut commencer à laisser savoir aux autorités chinoises qu'il y a des conséquences à la poursuite de ce différend s'il n'y a pas de preuves à l'appui comme quoi il y avait un problème dès le départ. Et je pense que cela nous montre aussi un plus vaste problème. Les pays du monde doivent établir des normes sur lesquelles tous s'entendront quand ces problèmes phytosanitaires sont mis de l'avant. Certaines normes sur lesquelles tout le monde peut tomber d'accord, dans lesquelles tout le monde peut avoir confiance et aussi avec des échéanciers mesurables pour que nos producteurs ne se trouvent pas dans la situation actuelle. Merci. Nous allons passer à 2 minutes de débat maintenant. Les conservateurs ont conclu cet accord avec la Chine. Vous nous avez embrigadés. On n'a plus les options qu'on avait. L'accord commercial, lequel? Vous savez quoi? Ça n'est pas une question d'accord avec la Chine. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. On parle de la fermeture du marché pour les producteurs de canola. Et vous savez quoi? Ils ont des difficultés. Ils perdent de l'argent constamment parce que oui, ils vendent plus de blé, mais vous savez que l'argent qu'ils ont reçu, c'est moins qu'auparavant. Et ça, c'est le véritable problème
qu'ils affrontent en ce moment. La question que je poserai, pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu si longtemps pour essayer de faire quelque chose? Parce que c'était la veille des élections. Oui, et le Premier ministre a décidé de nommer un ambassadeur, mais il l'a fait pour se protéger lui-même avant les élections, pas pour protéger nos producteurs. Voilà comment ils font les choses. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore réglé ce problème du tout. Encore. Pourquoi êtes-vous là? Nous allons laisser Mme Bibeau intervenir. On a travaillé sur le dossier de la Chine depuis le premier jour. On le fait en partenariat avec les représentants de l'industrie, nos producteurs, nos transformateurs, bien évidemment. On est pris au milieu de cette guerre entre les États-Unis et la Chine. Et notre première priorité, je vais vous dire la deuxième priorité, c'est de réouvrir les marchés parce que la première priorité, c'est effectivement de s'assurer que nos 2 Canadiens sont en sécurité là-bas et qu'ils vont pouvoir revenir au pays. C'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, et qu'on n'a jamais cessé de travailler pour, c'est vraiment de réouvrir les marchés, de toujours mettre la pression à travers l'Agence canadienne d'inspection des aliments et à travers les ministres aussi. On a fait des interventions, bien évidemment. Mr. Greger. I also just want to add it too, like the Canola Je vais ajouter que le Conseil du canola du Canada a aussi des plans d'augmenter notre production de pressage pour produire de l'huile et j'aimerais voir beaucoup plus d'investissements dans ce secteur. Je vous ai interrompu, vous avez 30 secondes. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Très bien, alors nous allons passer à la question 6 dans ce cas. Le Canada est l'un des rares pays au monde qui produit plus de nourriture qu'il n'en consomme. Compte tenu des changements qui surviennent actuellement dans l'environnement commercial mondial, que ferait votre parti pour que les agriculteurs canadiens puissent maintenir et étendre leur marché d'exportation? Et nous allons commencer par Mme Bibeau. Vous avez 2 minutes. Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes reconnus comme de très bons intendants des terres. Les producteurs vivent sur leurs terres pendant des générations et ils veulent la durabilité, la prospérité pour leurs enfants et leurs petits-enfants aussi. Et ils dépendent, tout comme nous tous, d'un air propre, de sol propre et de l'eau. Le secteur agricole et les intervenants sont chefs de file dans l'adoption de pratiques de production durable comme la culture sans labour et c'est quelque chose qui est important à reconnaître et je tiens à le faire. C'est dans la politique alimentaire. Quand on dit acheter des produits canadiens, il ne s'agit pas uniquement que d'une campagne de marketing, il s'agit de reconnaître le beau travail fait par nos producteurs. Les conservateurs ont réduit le financement pour l'agriculture et pour les sciences environnementales. Ils ont fermé une ferme expérimentale. De notre bord, nous avons investi. Nous avons réouvert la ferme expérimentale Village Brook. Nous avons investi 100 millions de dollars dans la science agricole avec 75 nouveaux chercheurs scientifiques, 27 millions de dollars pour les gaz à effet de serre, les 25 millions pour les technologies propres, les 80 millions pour la plante, la santé phytosanitaire, etc. Nous avons participé de façon concrète et nous allons continuer sur cette voie pour appuyer nos producteurs. Merci. Madame Story, vous avez 2 minutes. Je sais que beaucoup ne veulent pas avouer que le changement climatique est vrai. C'est effrayant, mais c'est bel et bien vrai et il nous faut réagir et de continuer à mettre l'accent uniquement que sur les exportations. Ça ne va rien faire pour améliorer la situation en matière de changement climatique. Quand un agriculteur se débarrasse de plus d'arbres pour pouvoir produire plus, expédier plus, laisse les sols appauvris et implique des engrais pour augmenter la production, ils produisent des émanations de carbone. Il nous faut capturer le carbone, mais il ne faut pas faire fi des émissions sur les exploitations agricoles et dans nos exportations. Le Parti vert va examiner l'agriculture régénératrice, réduire les émissions, réduire le besoin d'avoir recours à des engrais et des fertilisants de 2 tiers, des techniques comme par exemple des cultures de couverture et des engrais verts. Nous voulons réduire le cheptel pour réduire les émissions de cheptel
de méthane et augmenter les prix à la ferme. Nous, les Verts, nous allons rattacher les soutiens à la ferme à ces techniques de régénération pour que les exportations ne continuent pas à... les marchés d'exportation ne décident pas de tout pour le Canada. Nous allons avoir un fonds d'infrastructure pour planter des arbres et nous allons avoir des mesures de réadaptation des fermes. Nous allons avoir des programmes pour aider les agriculteurs à réduire leurs émissions, capturer le carbone, tout en gérant des fermes prospères. Nous ne pouvons pas continuer à mettre tous nos œufs dans le panier de l'exportation. Il nous faut protéger notre propre approvisionnement alimentaire et ici réduire nos émissions à la ferme. Nos enfants dépendent de nous. Merci, Monsieur McGregor. Je veux que ce soit clair. La question porte sur le commerce mondial et la façon dont le gouvernement aborderait l'évolution du milieu commercial. Monsieur McGregor, vous avez 2 minutes. Oui, c'était le thème que nous avions prévu, était la séquestration des carbones. La question porte sur le commerce mondial. Je peux répéter la question si vous le voulez. Vous voulez? Non, dans ce thème général, nous devons examiner les méthodes qu'emploient les agriculteurs parce que la question, c'est comment rester compétitif. Alors, j'entends les libéraux, les conservateurs qui reviennent sans cesse aux mêmes arguments au sujet de la taxe sur le carbone. Les conservateurs nous disent que nos producteurs sont du coup moins producteurs. Les libéraux disent qu'il y a moyen de recycler cet argent dans l'économie. J'appuie l'idée d'une taxe sur le carbone. Je pense que pour que les agriculteurs restent compétitifs, il faudra porter notre attention sur ce travail épatant qu'ils peuvent faire pour lutter contre le changement climatique par le biais de la séquestration de carbone dans les sols. En tant que consommateurs à l'échelle mondiale, on prête l'oreille à la question du changement climatique et les pays qui vont être exemplaires, ce sont ceux qui auront de bons antécédents pour se servir de bonnes techniques à la ferme pour produire les aliments les plus durables possibles et de la façon la plus durable possible. Et comment le faire? Nous voulons d'abord examiner la façon de maintenir la compétitivité. Nous voulons réduire le prix des intrants. On peut le faire en aidant les producteurs avec de la recherche sur les méthodes bio pour peut-être réduire les niveaux le montant de fertilisants achetés parce que cela cause aussi des gaz à effet de serre. Et on peut examiner différentes façons de réduire et gérer les espèces nuisibles. Beaucoup de producteurs le font déjà, mais il faut que le gouvernement mette en place des programmes pour les aider à rester compétitifs, mais aussi pour les encourager à faire justement cela. Je pense qu'il y a de belles opportunités qui s'offrent, mais une chose qui est certaine, c'est que nous ne pouvons pas faire fi de l'éléphant dans la salle, c'est-à-dire le changement climatique. Les producteurs qui réussiront seront ceux qui auront fait leurs preuves en plaçant la ferme parmi les outils pour lutter contre cette situation, ce qui leur permettra d'être plus compétitifs dans les années à venir. Merci, Monsieur Berthold. Vous avez 2 minutes. Je comprends que la réponse de la ministre était sur une autre question concernant l'environnement. Donc, je comprends pourquoi elle n'a pas présenté ses solutions à l'international, mais c'est une erreur de question. C'est tout à fait normal, puis je peux comprendre. Mais ça explique peut-être aussi pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas aussi présent qu'on le désirerait sur la scène internationale pour faire la promotion de nos produits. Vous savez, pour être capable de vendre à l'international, il faut être de plus en plus compétitif. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs sur le marché mondial, de plus en plus de gens qui veulent prendre la place que le Canada occupait traditionnellement. Il y a beaucoup de plus en plus de pays qui vont vouloir justement essayer de contourner les règles d'accords de libre-échange ou de toutes sortes de façons pour essayer d'empêcher le Canada. On l'a vu en Italie, encore une fois, je l'ai mentionné, on l'a vu en Inde. Beaucoup de barrières non tarifaires sont mises en place et le Canada doit réagir. On doit être aussi compétitif. Il faut faire en sorte que nos productions soient compétitives par rapport à ces autres marchés qui, eux, sont présentement très agressifs. Plus compétitifs, comme le dit mon collègue du NPD, ce n'est pas en imposant une taxe sur le carbone à l'ensemble du Canada qu'on va être plus compétitif par rapport aux pays qui n'ont pas, eux, à subir cette taxe sur le carbone. Ça, c'est un des problèmes qu'on a. Nos producteurs ont déjà fait beaucoup de travail pour séquestrer le carbone, beaucoup de travail pour faire en sorte de respecter leur environnement, pour faire une production qui fait moins d'émissions de gaz à effet de serre. On devrait faire la promotion de cette production plus verte,
plutôt que de leur faire subir ces augmentations de coûts qui font en sorte qu'au net, à la fin, bien, ils peuvent moins vendre leur production parce qu'ils sont moins compétitifs. Il y a également toute l'acceptation des différents produits, l'approbation des nouveaux produits qui a des défis vraiment très, très grands au Canada, alors qu'ailleurs, on peut rapidement accepter des produits, des nouveautés dans le marché pour prendre la place qui est la nôtre. Bien, pendant que nous, on attend puis qu'on est étouffé par la réglementation, bien, d'autres pays prennent notre place. Il faut que le Canada redevienne un leader, et ça va se faire quand on va redonner à l'agriculture sa place au sein du cabinet fédéral. Thank you very much. We'll now do 2 minutes of open debate. Merci. 2 minutes de débat à bâton rompu. Monsieur McGregor. Oui, je voudrais me example. servir d'un exemple local et je sais qu'un de mes commettants a lancé une compagnie EIO Diagnostics qui produit des systèmes d'imagerie pour détecter les cellules somatiques dans le lait. Alors, en faisant cela, vous pouvez regarder les vaches d'un troupeau en l'espace de quelques heures seulement plutôt que d'avoir à faire des dépistages en laboratoire du lait. Mais sa compagnie n'aurait pas été possible au Canada n'eût été d'un petit prêt qui lui a permis d'obtenir ces fonds de démarrage pour lancer cette idée devant d'autres investisseurs. Voilà un exemple du savoir-faire canadien, des avancées technologiques. Si on examine ce qui se fait dans divers centres de recherche au pays, voilà justement le type de technologies qui permettront à nos producteurs de maintenir leur avantage. On a mis en place pour aider les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs portent leurs fruits. Vous en avez un bel exemple, semble-t-il. Pour vous dire à quel point on est engagé au niveau de la diversification, on a mis une stratégie en place. On a un plan d'investissement pour la diversification de nos marchés de 1,1 milliard de dollars. Et ça inclut avoir plus de commissaires au commerce international qui soient au service de nos exportateurs pour les aider. C'est de l'investissement aussi dans l'Agence canadienne d'inspection des aliments parce que leur travail a un lien direct avec notre capacité à exporter, la capacité de nos exportateurs à rencontrer les règles. Le problème qu'on a actuellement, Madame la ministre, le problème qu'on a, Madame la ministre, actuellement, c'est que c'est très politique. C'est que c'est politique, malheureusement. Le monde est de plus en plus politique. C'est la diversification. Bien, c'est justement, mais de plus en plus de difficultés, Madame la ministre, à entrer dans des nouveaux marchés parce que le politique de ces autres pays-là... Je sais que vous n'avez pas eu le temps parce que vous étiez trompé de question, là, que vous voulez passer vos lignes, là, mais il faudrait peut-être parler de la politique. Pas des lignes, c'est des résultats, Madame la ministre, il faut parler des politiciens d'autres pays qui font en sorte qu'on bloque et qu'on n'est pas là présentement. Vous n'êtes pas allé en Italie, vous n'êtes pas allé en Inde, vous n'êtes pas allé en Chine pour essayer de régler les problèmes. Nous sommes allés comme équipe partout et nous travaillons Mais je parle de vous, je parle de la ministre de l'Agriculture. La ministre de l'Agriculture actuelle est en fonction depuis 6 mois. Elle n'a pas eu le temps de faire le tour du monde encore dans ces fonctions-là. On comprend. Mais je peux vous dire quand même que la clé, c'est la diversification et on le fait de façon extrêmement active et le Canada respecte. Thank you very much. Merci beaucoup et nous passons maintenant à la prochaine question. Cette question sera en français. Les agriculteurs modernes utilisent des technologies et pratiques innovatrices pour réduire leur empreinte carbone et pour rendre leurs entreprises plus durables. Qu'est-ce que votre parti a l'intention de faire pour aider l'agriculture canadienne à réduire encore plus son empreinte carbone et à capturer encore plus de carbone pour tout le Canada? And, Ms. Story, Madame Story, c'est vous qui commencerez. So the Green Party Le Parti vert wants to tie farm subsidies veut to rattacher le regenerative subventionnement à la ferme à cette agriculture régénératrice pour que les producteurs puissent épargner sur le prix de leurs intrants, réduire leurs émissions, réduire leur recours aux pesticides. C'est ce que veut la population canadienne. Des techniques comme les récoltes de couverture, les engrais verts, le travail sans labour, tout cela peut augmenter le carbone. Le sans labour, ça peut fonctionner pour certains producteurs, mais ça dépend aussi de l'ICOFAT qui peuvent causer des problèmes de résistance aux mauvaises herbes. Ça ne peut pas se poursuivre sans changement. Pour l'élevage, il y a de nombreuses options pour faire du pâturage en alternation. Alterner le pâturage, il faut absolument créer des incitatifs pour
que les producteurs n'aillent pas simplement dégager l'ensemble de leurs terres, qu'ils créent des haies brise-vent, qu'ils songent aussi aux zones aux alentours des cours d'eau, parce que c'est une façon, par les arbres, de capturer le carbone et de réduire les sécheresses. Les sécheresses, les inondations sont aussi des éléments que nous voyons. Il nous faut songer à l'avenir et protéger nos fermes du changement climatique. Le gouvernement a un rôle à jouer pour travailler avec les producteurs, nous aider à préparer l'avenir. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire pour aider nos agriculteurs, mais le gouvernement doit s'atteler à la tâche et le faire. Il commence à être trop tard. On veut réduire les émissions au Parti vert de 60 % dans les 10 prochaines années. Ça ne nous donne pas beaucoup de temps pour le faire. Il faut s'atteler à la tâche. Il est temps d'arrêter d'y aller par 4 chemins. Merci, Mme Story. Monsieur McGregor, vous avez 2 minutes. Oui, je pense qu'on ne peut trop le dire. L'agriculture offre un riche potentiel dans la lutte contre le changement climatique. J'ai vu certaines études qui examinent 1 hectare de sol bien géré avec les pratiques les plus mises à jour. Cet hectare peut produire en une seule année capturer des tonnes et des tonnes de carbone. Et nous pouvons répliquer cet exemple. L'agriculture a un potentiel inouï et peut être un de nos grands actifs pour lutter contre le changement climatique en prenant ce carbone excessif dans l'atmosphère et le remettre dans le sol. Et il nous faut des encouragements pour les producteurs. Pour beaucoup, ils le font déjà et nous avons beaucoup à apprendre de nos producteurs. Je pense que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour encourager ces différentes techniques. Mme Story a parlé plus tôt de nos techniques de sélection des plantes et je dois en parler avec un meilleur financement de la recherche sur les méthodes bio. Nous pouvons créer ces variétés de récoltes. Mais si on examine le rythme du changement climatique, il se peut que nous ayons à avoir recours, dans certains cas, à des solutions de sélection des gènes ou prendre le génome d'une plante de blé. Nous pouvons, grâce à ces technologies, rendre la plante plus résiliente contre le changement climatique, mais peut-être même permettre à ces plantes de produire plus de racines et remettre du carbone dans le sol. C'est là où l'exploitation traditionnelle et l'exploitation bio doivent se rejoindre pour bel et bien aborder l'ampleur de ces problématiques. Je suis très enthousiasmée par le potentiel. Beaucoup de producteurs le font déjà. Et comme je l'ai dit, le Canada a le potentiel, non seulement avec ce que nous faisons à l'heure actuelle, mais à l'avenir, nous pouvons établir une norme mondiale à cet égard et montrer au reste du monde ce que c'est que de mettre en pratique une agriculture durable, être un puits de carbone. Merci, M. McGregor. M. Berthold. Je me suis promené beaucoup depuis les 2 dernières années pour rencontrer les producteurs agricoles partout au pays. Et s'il y a une chose dont je peux être fier et dont ils peuvent être fiers aussi, c'est le travail qu'ils ont fait au cours des années pour tenter justement de faire leur part pour combattre les gaz à effet de serre, les nouvelles méthodes de production, les nouvelles méthodes d'élevage. Il y a tellement de mesures que ces gens-là ont utilisées au cours des dernières années qui n'ont malheureusement pas encore été reconnues, qu'on doit prendre un temps d'arrêt pour vraiment être capable de dire voici d'où on part et voici où on veut aller. Plusieurs propriétaires de fermes, de terres, doivent laisser des bandes riveraines plus importantes pour justement protéger les cours d'eau. Ça a un impact justement sur l'émission des gaz à effet de serre, mais ça a également un impact sur leur capacité de production. Le Parti conservateur d'Andrew Scheer a déposé son plan environnemental, un plan vert, avec plusieurs mesures qui vont justement s'adresser directement au secteur agricole. Comment? Bien, on va notamment mettre beaucoup d'emphase sur la technologie verte. Ce qu'on veut, c'est être capable de faire en sorte de mettre en place de plus en plus de technologies vertes auxquelles les producteurs agricoles vont pouvoir recourir pour améliorer leurs pratiques, pour améliorer leur récolte. Et également, des technologies vertes qui vont faire en sorte de combattre l'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une taxe sur le carbone qui va faire en sorte que les producteurs vont être meilleurs pour moins émettre de carbone. C'est vraiment les technologies puis ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et ce qui est le plus beau dans ça, c'est qu'effectivement, il y a un grand potentiel. Oui, il y a un potentiel pour les producteurs canadiens,
pour les éleveurs canadiens de diminuer leur propre empreinte d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est le plus beau dans ça, c'est que ces technologies-là pourront être exportées. Les méthodes d'agriculture, des méthodes de culture pourront être exportées ailleurs pour avoir vraiment un impact significatif à une échelle globale dans tout le monde pour vraiment réduire les gaz à effet de serre. Et ça, on peut faire ça avec le génie et le savoir du Canada. Thank you very much, M. Berthold. Merci, M. Berthold. Et Alors, c'est important de reconnaître à quel point nos producteurs font un travail exceptionnel et qu'ils sont de bons gardiens de notre environnement. C'est leur vie, leur terre, leurs animaux, c'est leur vie, leur passion. Pour eux, c'était celle de leurs grands-parents et ils souhaitent que ce soit celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc, je crois qu'ils méritent vraiment cette reconnaissance d'entrée de jeu. Ensuite, c'est important. Ils ont un rôle fondamental à jouer effectivement pour la diminution des gaz à effet de serre de différentes façons, dans leur méthode de production, entre autres, dans la façon de nourrir les animaux aussi. Et c'est pour ça qu'on investit de façon massive dans la recherche, dans la science et dans les programmes pour les technologies vertes. Je vous donne quelques exemples. 100 millions de dollars pour le secteur scientifique dédié à l'agriculture, l'ajout de 75 nouveaux scientifiques dans nos centres de recherche, 27 millions pour le programme des gaz à effet de serre liés à l'agriculture, 25 millions pour un programme de technologie propre en agriculture, des programmes aussi qui font en sorte que nos chercheurs sont sur le terrain avec nos producteurs et qu'ils peuvent valider au fur et à mesure les avancements de la recherche. Alors, c'est extrêmement important de mettre à contribution et c'est pour ça que l'équipe du ministère de l'Agriculture doit travailler de pair, en proche collaboration avec le ministère de l'Environnement et des changements climatiques parce que définitivement, le secteur de l'agriculture a un rôle important à jouer pour l'atteinte de nos objectifs. Thank you, and we'll now do 2 minutes of open debate. 2 minutes de débat ouvert. Nous devons aborder le changement climatique dès maintenant. C'est déjà fait maintenant. Et on ne peut pas parler de ce qu'on va faire à un moment donné, à l'avenir, et ensuite mettre de l'argent dans la recherche et la capture de carbone, tout en continuant à mettre de plus en plus à chaque année. Il faut agir maintenant. Et une taxe sur le carbone, les producteurs ne versent pas de taxe sur le carbone sur le carburant à la ferme, sur les pesticides, sur nos intrants, on ne paye pas. Cette taxe sur le carbone, allez-y, vous avez ça, cette bataille sur la taxe sur le carbone, allez-y, tenez-la, mais nous savons que ça n'affecte pas les producteurs. C'est berner les Canadiens de parler sans cesse de cette taxe sur le carbone et oublier de parler de l'argent qui revient aux Canadiens et aux fermes familiales comme dividende pour pouvoir changer notre mode de vie. C'est ça qui importe. L'argent va dans les deux sens, sans résultat. Quels sont les résultats pour la taxe pour réduire les émissions? Dites-moi, quel est le résultat? Quels sont les résultats? Le résultat, c'est que vous en parlez, vous vous battez là-dessus, vous mettez ça sous l'œil du grand public, les gens sont au courant, savent qu'ils doivent réduire leurs émissions parce qu'on se bat à ce sujet. Alors, continuez à vous disputer entre vous, allez-y. Mais ça ne fait que de conscientiser le grand public. Ce qui est important, c'est que le changement s'en vient, qu'on le veuille ou pas. Et plus longtemps on attend, plus ça va être coûteux. Et j'entends parler des coûts à court terme du changement climatique, mais c'est faire fi du coût inouï si nous n'agissons pas. Et cela va avoir un impact pour l'ensemble de nos fermes. Combien d'argent des contribuables est-ce qu'on est prêt à dépenser dans 10, 20 ans pour s'adapter au changement climatique? L'investissement futé, c'est d'investir ici et maintenant. Je pense que cet investissement doit se faire avec des fonds publics. J'avais beaucoup apprécié ma collègue du Parti vert, plutôt. Elle a dit qu'on a agi trop en faveur des entreprises et cette recherche doit être dans le domaine public, avec des chercheurs financés par le public. Voilà, nous en sommes arrivés à la dernière question de la soirée. Monsieur McGregor, nous allons commencer par vous. La question numéro 8 est la suivante. Les pénuries chroniques de main-d'œuvre, tant sur les fermes que dans le secteur de la fabrication alimentaire, ont été identifiées dans le rapport Barton et de la BRC comme obstacle à la croissance du secteur canadien de
l'agriculture. Que fera votre parti pour mettre fin à ces pénuries? Monsieur McGregor, vous avez 2 minutes. Merci pour cette question. Et c'est absolument un sujet qui a été soulevé encore et encore chaque fois que j'ai rencontré différents groupes agricoles. Le problème, c'est que depuis 4 ans, le système a réagi très lentement à leurs besoins. Je l'ai soulevé auprès du ministre précédent de l'Agriculture quand il a comparu devant notre comité il y a plus d'1 an et toujours nous avons ce même problème. Une des choses que nous examinons, nous savons que pour de nombreuses fermes, ils ont établi une relation à long terme avec beaucoup de leurs employés. Certains de ces employés viennent comme travailleurs étrangers temporaires, mais le font depuis des décennies. Nous voulons nous assurer que toutes les normes de sécurité et de travail soient mises en place à chaque ferme et je pense qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire pour aborder ce problème. Tout d'abord, je pense qu'il doit y avoir une solution pour la résidence permanente pour les travailleurs à long terme. Ils ont démontré qu'ils ont une valeur à offrir à notre collectivité canadienne. Ça fait des années qu'ils viennent et ils sont des personnes de confiance et nous voulons prendre leurs compétences et les intégrer au tissu social du Canada. Mais je pense qu'il doit aussi y avoir un programme pilote qui examinerait la question d'un employeur de confiance. Si un agriculteur, un employeur peut démontrer avoir de bons antécédents avec des normes de sécurité élevées, une bonne façon de traiter les employés avec soin et en faisant tous les efforts nécessaires, cette personne devrait pouvoir obtenir une coche à côté de son nom comme employeur de confiance. Et troisièmement, les vérifications et toute la paperasse a ajouté énormément de stress pour les producteurs, surtout ceux qui ont affaire à des récoltes périssables. S'il y avait moyen de partager les travailleurs, si une ferme avait un retard d'1 semaine pour la récolte ou un voisin qui aurait besoin d'y avoir recours, ce sont là des stratégies innovatrices qu'il nous faut envisager. Évidemment, il faut que ça se fasse avec le consentement des groupes agricoles qui nous feront part de leurs commentaires pour savoir si le programme fonctionne. Merci, M. McGregor. M. Berthold, 2 minutes. Je pense qu'il n'y a pas un candidat ici présent ce soir qui va nier qu'il y a un problème majeur par rapport à la main-d'œuvre, tant sur les productions agricoles qu'en matière de transformation alimentaire. On a effectivement besoin de travailleurs. Notre plateforme en matière de travailleurs étrangers va être dévoilée sous peu, donc je ne peux pas vous annoncer tout de suite ce soir les bonnes nouvelles que nous allons proposer aux gens, mais je peux reconnaître qu'il y a un problème majeur. Nous l'avons vu moi-même, et je pense que plusieurs de mes collègues députés dans l'ancien gouvernement ont pu constater la hausse croissante des demandes. Des gens qui viennent à nos bureaux nous rencontrer, des producteurs qui viennent nous rencontrer pour nous dire « Écoutez, ça n'a pas de bon sens, la paperasse est trop lourde, le délai sont trop longs. » Et il faut les comprendre. Hein? Quand on a des productions qui arrivent à terme, exemple les pommes, bien, une pomme n'attendra pas que le fonctionnaire ait envoyé le papier pour faire en sorte d'avoir le travailleur qui puisse la récolter. La pomme va tomber de l'arbre, elle ne sera plus bonne pour le producteur. Je pense que c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu que tous les partis doivent être très conscients, que nous sommes très conscients et nous avons des propositions à faire, des propositions qui vont être très intéressantes pour essayer de régler cette situation-là. Mais une chose est certaine, c'est que pour avoir eu l'occasion de parler avec beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent travailler chez nous, il faut cesser de les voir juste comme de la main-d'œuvre. Il faut penser que ce sont des gens qui viennent ici, des gens qui viennent ici avec leur famille, des gens qui viennent ici pour travailler, pour gagner leur vie, pour améliorer leur quotidien. Et par le fait même, ils viennent aider l'économie canadienne. Donc, ces gens-là méritent qu'on les respecte, méritent qu'on les reçoive bien, méritent d'être bien traités, méritent que les fonctionnaires donnent toute l'attention nécessaire à leur paperasse et pas uniquement, s'ils font une erreur en remplissant un papier, dire « Écoutez, vous devez recommencer » puis mettre en péril leur venue ici chez nous. Il y a tellement de problèmes dans ce programme-là actuellement qu'il faut absolument qu'on le revoie de tout en tout, de bout en bout, pour faire en sorte de rendre ça plus facile et pour les producteurs qui sont en train de récolter puis remplir leurs demandes en ce moment même pour l'année prochaine. Il faut comprendre le monde agricole et on va avoir un plan qui va faire en sorte de proposer des bonnes choses. Thank you very much, M. Berthold. Et Mme Bibeau, vous avez 2 minutes. Alors, personne ne peut nier la pénurie de main-d'œuvre en ce moment. C'est majeur et particulièrement dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, il y a plusieurs pistes pour faire face à cette situation, de promouvoir les carrières dans le secteur de l'agriculture. Il y a la carrière qui se passe à la ferme, mais il y a beaucoup de métiers de carrière qui tournent autour de l'agriculture. Améliorer aussi les mesures fiscales pour nos aînés et on a déjà entrepris
certaines de ces mesures-là avec le dernier budget, où est-ce que les aînés peuvent rester au travail et avoir une première portion de 5 000 non imposables et ensuite 50 % entre le salaire de 10 et 15 000 additionnels, par exemple. Donc, travailler des meilleures mesures pour encourager nos aînés à rester au travail. Et évidemment, les programmes entourant les travailleurs étrangers. Nous avons hérité de tout un méli-mélo de la part des conservateurs par rapport au programme des travailleurs étrangers temporaires. Et la demande a explosé depuis, étant donné les pénuries de main-d'œuvre. Alors, nous avons éliminé les règles 2 dans 4 sorties qu'ils avaient mis en place. Nous avons plutôt créé un projet pilote pour les travailleurs non saisonniers en agriculture avec un cheminement vers la résidence permanente. Nous avons appuyé le Conseil des ressources humaines en agriculture pour qu'il nous fournisse plus d'informations, d'outils pour les employeurs, mis en place le projet pilote dans l'Atlantique, le projet pour les régions rurales. Nous avons enquêté différentes pistes de solutions pour mieux faire les choses par rapport aux travailleurs étrangers temporaires et avoir un cheminement vers la résidence permanente pour trouver des solutions à long terme. Et je pense que c'est aussi une belle opportunité de parler de l'importance de la diversité dans ce secteur. Par exemple, nous avons mis en place un fonds de 500 millions de dollars pour appuyer les femmes dans l'agriculture. Nous avons doublé les crédits disponibles pour les jeunes agriculteurs. Merci, Mme Bibeau. Mme Story, vous avez 2 minutes. Les racines de la pénurie de main-d'œuvre remontent en 1969 quand un rapport d'un groupe de travail du gouvernement intitulé L'agriculture canadienne pour les années 70 recommandait qu'on dise aux producteurs de grandir ou bien tout simplement de se retirer de l'exploitation agricole. Et tous les gouvernements depuis ont adopté le même cheminement. Et maintenant, les fermes sont trop consolidées. La main-d'œuvre agricole a disparu. Les gens ne sont pas dans nos collectivités rurales pour faire le travail à faire. Le gouvernement, dans sa sagesse, a créé cette solution, le programme des travailleurs étrangers temporaires pour combler cet écart. Mais on exploite là des personnes désespérées qui n'ont pas de droit de la personne. Cette main-d'œuvre peu chère sert à miner la ferme familiale où on fait encore notre propre travail, où on essaye de verser des salaires équitables. Les Verts vont éliminer le travail à faible salaire des travailleurs étrangers temporaires. Ça n'est que de l'esclavagisme récent. C'est l'idée de faire venir des gens désespérés ici pour travailler très fort pour un salaire minimum et reprendre un tiers pour le logement, plus encore pour les services, leur refuser les soins de santé, les renvoyer chez eux s'ils objectent. C'est tout simplement la mauvaise façon de faire les choses. Là où il y a de véritables pénuries de travail, les Verts vont augmenter l'immigration, travailler avec les employeurs pour établir des voies vers la résidence permanente. Mais rattacher cela à la nécessité d'en arriver à des conditions de travail et des avantages pour la santé et les salaires qui soient acceptables pour l'ensemble des Canadiens. Les Verts ont aussi conçu un programme de revenus garantie pour que tous les Canadiens puissent joindre les deux bouts et ce sera particulièrement efficace avec les collectivités rurales où les opportunités de travail peuvent être très souvent très saisonnières. Le programme des travailleurs étrangers temporaires est simplement une solution de fortune. C'est de l'esclavage des temps modernes. Ça doit s'arrêter. Quel manque de respect pour nos producteurs, quel manque de respect. Vous pensez vraiment qu'ils menacent, qu'ils traitent leurs travailleurs comme des esclaves? C'est tout à fait inacceptable. Je dois dire que je ne peux pas tolérer. Je ne sais pas comment le dire parce que ça n'est pas la réalité. Les producteurs traitent les gens très bien, les gens qui travaillent pour eux, ça n'est tout simplement pas exact. Avez-vous travaillé pour 15-16 heures sur une ferme pour moins que le salaire minimum? Nous avons des règles au Canada, des règles qui sont respectées. C'est tout à fait incroyable. Nous avons cet argument, mais c'est... Pourquoi êtes-vous ici? Mes collègues, des fermes, à parler de fermes de confiance, cela signifie que certaines fermes ne sont pas des fermes de confiance. Vous dites que la plupart des fermes ne le sont pas? Ce soir, attaquer les producteurs. Exact. Vous les I avez say not an attaqués attack au niveau... on Oui, vous l'avez fait, producers. madame. Vous l'avez fait This au is niveau a de l'environnement et vous l'avez Ah, fait soutien pour les petites traitement de leurs fermes. travailleurs. Yeah. C'est choquant.
C'est choquant de s'imaginer que vous mettez tous les producteurs dans le même bain et vous dites que ce sont des mauvais gestionnaires de nos terres, des mauvais gestionnaires de notre environnement. Et maintenant, vous dites qu'ils traitent les travailleurs immigrants comme des esclaves. Incroyable. C'est choquant. This is an attack on the political parties. C'est une attaque contre les partis politiques qui ont créé un système. Non, vous avez attaqué les producteurs directement. C'est inacceptable. Les gens qui sont en agriculture, notre main-d'œuvre a disparu. Je connais les producteurs, ce sont de bonnes personnes. Je pense que M. McGregor voudrait intervenir. Incroyable. M. McGregor voudrait intervenir. Je pense que certains des mots employés posent problème. Travailler 15 heures, 16 heures par jour à la ferme, je l'ai fait quand j'étais ado. C'est la réalité du travail à la ferme. Des fois, il faut faire rentrer la récolte. Personne ne dit qu'il faut avoir des normes de sécurité, mais il faut se rappeler que beaucoup de ces travailleurs ont des relations depuis des décennies avec ces producteurs, font plus en une journée qu'ils feraient en une semaine chez eux, mais ils n'ont pas le droit de la personne. Ils n'ont pas le droit de la personne. Voilà. Le temps est écoulé, Madame Story. Le temps est écoulé. Merci, Madame Story. Eh bien, c'est une façon de conclure un débat. Voilà qui conclut le débat de ce soir. Merci à vous tous d'être venus. Merci de nous avoir suivis chez vous au nom de la FCA et du commanditaire du débat, produits alimentaires. Oh, pardon, j'ai oublié les déclarations de clôture. Pardon, restez des nôtres encore un peu. Il faut les déclarations de conclusion. Monsieur Berthold, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Mes excuses à vous tous qui nous suivez. C'est ma première fois. Vous m'avez fait sourire de nouveau. Merci, parce que j'étais si fâchée. Monsieur Berthold, vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que présentement, les électeurs sont face à un choix qui est clair, précis, net. Est-ce qu'on veut d'un gouvernement libéral qui ne met pas l'agriculture au cœur de ses priorités ou un gouvernement conservateur qui va mettre l'agriculture, les producteurs au cœur de ses priorités, qui va redonner à l'agriculture sa place au sein d'un cabinet? We are facing a choice, a real choice. An urban government. C'est le choix entre un gouvernement urbain qui place la production et l'agriculture de côté ou bien un gouvernement conservateur qui va mettre le secteur agricole au cœur même de son processus décisionnel. On a bien vu ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas fait par rapport à la crise en Chine, par rapport à l'Inde, par rapport au Vietnam, par rapport à l'Italie. Et toute la souveraineté du Canada qu'ils ont cédé dans les accords de libre-échange avec les États-Unis par rapport à la gestion de l'offre, il est temps de donner aux agriculteurs une voix au sein du cabinet, et cette voix sera celle d'Andrew Scheer et du Parti conservateur. Madame Bibeau, 1 minute of closing statements, please. C'est bien c'est bien dommage que ce que vous avez laissé derrière vous après le dernier gouvernement n'est pas conforme à ce que vous venez de dire. Encore une fois, merci d'avoir organisé ce débat important. C'était l'occasion de partager nos idées et de démontrer à quel point le Parti libéral du Canada a vraiment mis l'agriculture et l'agroalimentaire au centre de ses priorités. Je suis fière de ce que notre gouvernement a réalisé jusqu'à maintenant, et je vous assure que nous allons continuer à travailler ensemble avec l'industrie en bâtissant sur les progrès qui sont déjà réalisés. Nous allons de l'avant pour faire avancer nos priorités que nous partageons avec la FCA, de créer la prospérité, d'offrir des aliments de grande sécurité pour l'ensemble de la population du Canada, une population croissante à l'échelle mondiale aussi. Nous continuons à profiter d'un air propre, d'une eau propre et de sols propres pour les générations à venir. Ne reculons pas, choisissons d'aller de l'avant et continuons à travailler de façon transparente, collaborative pour accroître le potentiel du Canada comme grand fournisseur d'aliments sûrs et durables. Merci, Mme Bibeau. Mme Story. Merci. Je tiens à remercier tous les agriculteurs qui nous suivent. Envisagez de voter vert cette fois. Les Verts prennent au sérieux ce que nous proposons. Nous pouvons régénérer les sols. Nous pouvons traiter les travailleurs agricoles de façon équitable. Nous pouvons réduire les émissions. Nous pouvons avoir des fermes prospères et fortes et des collectivités rurales florissantes. Nous pouvons remettre la personne au cœur même de l'agriculture. Il est temps de trouver des terrains d'entente, travailler tous ensemble parce que le Canada est une grande famille. Nous avons des différends, mais nous discutons par la suite et nous pouvons devenir amis. Les producteurs, les gens d'affaires, les Canadiens, nous sommes tous une grande famille et tous les Canadiens ont à cœur l'agriculteur qui s'inquiète de joindre les deux bouts. Chaque agriculteur se soucie des Canadiens qui veulent avoir accès à des aliments de qualité dans un milieu environnemental sain.
Nous devons tous travailler ensemble, nous discuter entre nous, trouver des solutions, aller de l'avant tous ensemble. Merci, Mme Story. Monsieur McGregor, vous avez 1 minute. Ça a été un plaisir, un honneur d'être parmi vous avec mes collègues ce soir parce que vous savez, moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis devenue membre du comité permanent sur l'agriculture, c'était de voir à quel point ces questions ne sont pas partisanes. Le débat ce soir fait exception. Nous tenons passionnément à ces enjeux, qu'on soit conservateurs, libéraux, verts ou néo-démocrates. Nous venons tous de régions où nous avons des agriculteurs dans nos circonscriptions. Dans ma circonscription, il y a tout un historique en agriculture et souvent je me tourne vers les agriculteurs de ma circonscription pour voir quel genre de politique nous devrions mettre en œuvre. Est-ce que nous avons des réponses à toutes les situations? Non, parce que c'est une industrie très dynamique, les défis changent constamment. Mais ce que je peux vous promettre, ce que j'ai toujours fait, ce que feront toujours les néo-démocrates, c'est d'appuyer les travailleurs de l'agriculture et les producteurs parce que vous êtes la pierre angulaire des collectivités rurales. Nous vous voyons, nous vous entendons et nous serons là pour vous à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, il est temps de conclure le débat. Alors voilà qui conclut le débat de ce soir. Au nom de la FCA et du commanditaire du débat Produits alimentaires et de consommation du Canada, je tiens à remercier les participants de ce soir du fond du cœur. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez avec le mot-clic Ag Debate. Merci à vous tous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée.